Je m'appelle Rosario Gutiérrez, j'ai 72 ans et j'ai consacré toute ma vie à élever une famille à Puebla. Mais lorsque j'ai épousé Eduardo, nous avons déménagé à Mexico, où nous avons construit notre maison et élevé notre fils unique, Alejandro. Mon Eduardo était un homme travailleur, discret, mais aimant à sa manière. Pendant 45 ans, nous avons été partenaires de vie, nous soutenant mutuellement à chaque étape, célébrant nos réussites et nous réconfortant dans les difficultés. Eduardo a travaillé dans une entreprise de construction. Il a commencé comme ouvrier, et au fil des ans, grâce à son dévouement et à son honnêteté, il a réussi à devenir contremaître. Nous n'avons jamais été riches, mais nous n'avons jamais manqué de rien. Nous avons construit notre maison dans le quartier de Roma petit à petit, avec beaucoup d'efforts et d'amour. C'est une maison à 2 étages avec un petit jardin où je cultivais mes plantes. C'était mon espace privilégié où j'étendais mon linge en chantant des chansons de José José, mon chanteur préféré. Notre Alejandro a grandi comme un enfant aimé et gâté, peut-être même un peu trop, puisqu'il était notre fils unique. Eduardo et moi avons placé tous nos espoirs et nos rêves en lui. Nous l'avons soutenu dans ses études de comptabilité à l'Université nationale autonome du Mexique, en payant ses livres, ses repas et ses transports afin qu'il puisse se concentrer uniquement sur ses études. Sa remise de diplôme a été l'un des plus beaux jours de ma vie. Je me souviens d'Eduardo pleurant de fierté, même si l'année plus tard. Alejandro a décroché un emploi dans un grand cabinet comptable et, 2 ans plus tard, il a rencontré Mariana lors d'une fête d'entreprise. Elle était belle, élégante et diplômée en administration des affaires. Lorsqu'il nous l'a présentée, elle semblait polie, quoique un peu froide et distante. Eduardo m'a dit de ne pas avoir de préjugés. C'était probablement juste la nervosité liée à notre rencontre. Le mariage était simple mais magnifique, et j'étais heureuse de voir mon fils fonder sa propre famille. Au début, Alejandro et Mariana vivaient dans un petit appartement près de son travail. Nous leur rendions visite le dimanche et ils venaient déjeuner à la maison de temps en temps. Tout semblait normal, même si je remarquais que Mariana avait toujours une excuse pour ne pas rester longtemps. Je dois préparer des papiers pour demain. J'ai mal à la tête. Il y avait toujours quelque chose. Avec le temps, les visites sont devenues plus sporadiques. 3 fois, des échocardiogrammes. Nos vies ont radicalement changé. Eduardo a commencé à se sentir mal. Je pensais que c'était le stress ou la fatigue due à l'âge, mais les examens ont révélé quelque chose de pire. Un cancer du pancréas à un stade avancé. Les 8 mois suivants ont été un enfer d'hôpitaux, de traitements, et de voir mon Eduardo, l'homme fort que je connaissais, dépérir jour après jour. Alejandro venait à l'hôpital de temps en temps, toujours pressé, à la recherche. L'horloge de Mariana n'est apparue que 2 fois, la première fois pour le diagnostic et la seconde pour les funérailles. Eduardo est parti un matin d'octobre, me tenant la main et me demandant de ne pas être triste, qu'il avait été très heureux. À mes côtés, à mes côtés. Je suis restée seule dans notre maison, avec les souvenirs et un silence accablant. Les premiers mois ont été terribles. Je pleurais tous les jours, serrant son oreiller contre moi, qui sentait encore son odeur. Alejandro m'appelait de temps en temps, mais n'avait jamais le temps de venir me voir. Maman, c'est un travail très intense. Nous avons des engagements. Ce week-end, toujours prétexte à un après-midi, Alejandro et Mariana sont apparus à l'improviste à ma porte. Mon cœur s'est réjoui à l'idée que mon fils ait enfin décidé de m'accompagner dans mon deuil. Il m'a serré brièvement dans ses bras et ils sont allés au salon. Ils semblaient nerveux, échangeant des regards comme s'ils répétaient quelque chose. « Maman, » a commencé Alejandro, « on a beaucoup pensé à toi. Ce n'est pas bon pour toi d'être seul dans cette grande maison. »« Je vais bien, mon fils, » ai-je répondu. « J'ai mes plantes. Mes amis du club de tricot viennent me rendre visite. » Le problème, a interrompu Mariana d'une voix toujours contrôlée, c'est qu'on envisage de fonder une famille bientôt, et notre appartement est très petit. Alejandro a pris une inspiration et a continué. On a décidé qu'il serait préférable de venir vivre ici avec toi. Comme ça, je ne serais pas seule et on n'aurait plus d'espace. Un mélange de joie et de confusion mêlait d'un côté. Avoir mon fils à nouveau près de moi serait merveilleux, mais quelque chose dans son apparence me mettait mal à l'aise. Et où vivrais-je ? Demandai-je innocemment. Mariana sourit pour la première fois de toute la visite. Nous avons pensé à tout, Doña Rosario. Le toit est très spacieux. Alejandro engagerait des maçons pour le rénover, construire une petite salle de bain. Tu dis toujours que tu aimes être là-haut avec tes plantes. Sur le moment, je ne savais pas quoi répondre. C'était la maison qu'Eduardo et moi avions tant travaillé à construire,
où chaque recoin était un souvenir. Et maintenant, il me proposait d'emménager sur le toit comme si j'étais un vieux meuble qui ne s'accordait plus avec la décoration. J'y réfléchirai. C'est tout ce que je pouvais dire. Oh, mais je savais au fond de moi que ce n'était que le premier signe que ma vie allait changer à jamais. Au cours des semaines suivantes, Alejandro m'appelait tous les jours pour me demander si j'avais pris une décision. À chaque fois que nous discutions, il mentionnait le prix du plus grand appartement qu'ils envisageaient, ou que Mariana s'occupait déjà de la décoration de la chambre de bébé. La pression était subtile, mais constante. Un après-midi, alors que j'arrosais mes plantes sur le toit, j'ai regardé autour de moi et j'ai essayé de m'imaginer y vivre. C'était un espace spacieux. Oui. Mais exposé au soleil et à la pluie. En hiver, il faisait un froid glacial, et en été, la chaleur était insupportable. De plus, monter et descendre les escaliers avec mes genoux de plus en plus douloureux ne serait pas facile. Cependant, l'idée d'avoir mon fils et mes futurs petits-enfants à proximité me remplissait d'enthousiasme. Peut-être que ce serait un arrangement temporaire. Pensais-je naïvement. Après mûre réflexion, j'ai accepté la proposition. Alejandro était très enthousiaste et a promis que les rénovations commenceraient immédiatement. Tu verras comme ce sera beau, maman. Tu auras ton propre espace, et nous serons à proximité pour tout ce dont tu auras besoin. Les travaux sur le toit ont commencé la semaine suivante. Ils ont construit des cloisons sèches pour diviser l'espace en une petite chambre, une minuscule salle de bain et une kitchenette. Ils ont installé de petites fenêtres et un réservoir d'eau à mon usage exclusif. Tout semblait aller vite. Pendant ce temps, je rangeais mes affaires en bas. Chaque objet que je gardais était chargé de souvenirs. La vaisselle qu'Eduardo m'avait offerte pour nos 15 ans. Les cadres avec des photos de notre jeunesse. Le rocking chair où je berçais Alejandro quand il était bébé. Je n'ai emporté que l'essentiel, pensant pouvoir ajouter des choses au besoin un samedi matin. Alors que je choisissais les livres que j'emporterais, j'ai entendu Alejandro et Mariana entrer dans la maison. Ils étaient accompagnés d'un architecte et discutaient avec animation des modifications à apporter à l'aménagement des espaces. On pourrait abattre ce mur pour créer un espace plus ouvert, a dit l'architecte. Oui. Et on installerait un îlot central pour la cuisine ici. J'en ai toujours rêvé, répondit Mariana, tout excitée tandis que je m'approchais pour les saluer, surprise de ne pas avoir été informée de ces projets. Bonjour, dis-je avec un sourire forcé. Tous trois me regardèrent comme s'ils avaient vu un fantôme. Alejandro s'éclaircit la gorge. Maman, voici Ricardo. Il est architecte et il nous aide à trouver des idées pour adapter la maison à nos besoins. Je vois, répondis-je, l'estomac noué. Et quels sont ces besoins qui nécessitent de démolir des murs? Intervint Mariana avec ce ton condescendant que Doña Rosario commençait à détester. Nous voulons faire quelques changements pour moderniser un peu la maison. Cela fait longtemps que nous n'avons pas fait de rénovation. Non, Eduardo et moi avons repeint toute la maison il y a 3 ans, répondis-je sèchement. Oui, mais je parle de changements structurels. La cuisine est très démodée et la salle à manger est trop formelle pour notre style de vie. Alejandro, remarquant mon malaise, tenta de calmer le jeu. Ce ne sont que des idées, maman. Rien, ce n'est pas encore décidé. Ricardo, visiblement mal à l'aise, s'excusa, prétextant qu'il attendrait dehors que nous finissions de parler. Une fois seul, je confrontai mon fils. Alejandro, ton père et moi avons construit cette maison avec beaucoup d'efforts. Carter Rinken compte beaucoup pour moi. Tu as hâte. Je n'arrivais pas à terminer ma phrase, attendant la mort. C'est ça qu'il faisait. Ne dis pas ça, maman, répondit Alejandro en évitant mon regard. On veut juste faire quelques changements pour être plus à l'aise. Et puis, tu n'as plus à t'inquiéter de l'entretien d'une si grande maison. Sur le toit, tu auras tout ce dont tu as besoin, et on s'occupe du reste. Mariana, impatiente, regarda la montre d'Alejandro. Nous avons une réservation pour le déjeuner à 13h30. Jigdu attend mon fils. Il hocha la tête et se précipita vers moi. Il faut qu'on y aille, maman. On se reparle plus tard. Oui, cet après-midi-là, seul dans ma chambre, qui ne serait bientôt plus ma chambre. J'ai pleuré comme je ne l'avais pas fait depuis la mort d'Eduardo. J'avais l'impression de perdre ma maison, mes souvenirs et d'une certaine manière, mon fils. Le lendemain, Alejandro est venu seul m'aider à déménager mes affaires sur le toit. Les travaux étaient terminés, mais l'espace était encore plus petit que je l'avais imaginé. Mon lit rentrait à peine dans la chambre,
laissant à peine la place pour une table de chevet. La kitchenette était équipée d'une cuisinière électrique à 2 feux et d'un mini-réfrigérateur. La salle de bain était si étroite que j'ai failli frôler les murs en bougeant. C'est douillet, ai-je dit en essayant de ne pas paraître déçu. Tu t'y habitueras, a répondu Alejandro. Et tu peux descendre au salon ou au jardin quand tu veux. Pendant que nous rangions mes affaires, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de cartons contenant les affaires d'Eduardo que je n'avais pas encore eu la force de fouiller. Je les avais laissés dans notre placard, pensant qu'un jour j'aurais le courage de le faire. Fouille les affaires de papa, ai-je demandé. Alejandro se tendit visiblement. Je pensais que tu pourrais t'en débarrasser de la plupart. Ça fait 3 ans, maman, et on a besoin de place. Et, ce sont ses affaires, Alejandro. Je ne peux pas les jeter comme ça. Alors amène-les ici si tu veux les rangers. Mais nous allons utiliser cette chambre. Le ton d'en me blessa profondément. C'était comme si les souvenirs de son père étaient une nuisance, un obstacle à ses projets. Cette nuit-là, ma première sur le toit, je n'arrivais pas à dormir. Le bruit de la rue, le froid qui s'infiltrait par les fenêtres mal fermées, et surtout, le sentiment d'avoir été banni de chez moi me tenait éveillé. J'entendais les rires d'Alejandro et de Mariana Bajo. De la musique, le tintement des verres. Ils célébraient leur nouvelle acquisition tandis que je me sentais comme un intrus. Les jours suivants furent encore plus difficiles. Mariana commença à meubler la maison, se débarrassant de ce qu'Eduardo et moi avions choisi avec tant d'amour. Les photos de famille disparurent des murs, remplacées par des tableaux abstraits qu'elle trouvait plus madonesques. Chaque changement me frappait au cœur. Un matin, en descendant prendre mon petit déjeuner, je découvris que la serrure de la porte d'entrée avait été changée. J'essayai de l'ouvrir avec ma clé, mais en vain. Je dus sonner comme si j'étais en visite. Mariana ouvrit la porte avec une expression surprise. « Doña Rosario, nous ne vous attendions pas si tôt. Je voulais juste me faire un café. » Répondis-je, perplexe. « Ma clé ne fonctionne pas. » « Oui, nous avons dû changer les serrures. Il y a eu des cambriolages dans le quartier. Nous lui en donnerons un nouveau plus tard. » Je pénétrai dans ce qui avait été ma cuisine et faillis ne pas la reconnaître. J'avais abattu le mur qui la séparait de la salle à manger, installé un îlot central comme le souhaitait Mariana et remplacé tous les appareils électroménagers. Ma vieille vaisselle avait disparu du buffet. « Où sont mes assiettes ?» demandai-je, sentant ma patience atteindre ses limites. « On les a rangées au sous-sol. Elles étaient très vieilles et ne s'accordaient pas avec la nouvelle décoration, » répondit Mariana sans lever les yeux de son téléphone. « Tu peux utiliser les nouvelles si tu veux préparer quelque chose. » Elle désigna un portant d'assiettes blanches minimalistes, toutes identiques et dénuées de personnalité. À cet instant, je réalisai que je n'étais plus la bienvenue dans ce qui avait été ma maison. J'étais une intruse, une nuisance tolérée seulement par obligation. Je retournai sur le toit avec mon café, un poids sur la poitrine. En regardant par la petite fenêtre le jardin que j'avais cultivé pendant des décennies, je remarquai qu'Alejandro avait commencé à déraciner mes rosiers pour faire de la place pour un nouveau barbecue. Mes fleurs, dont certaines avaient été plantées quand il n'était qu'un enfant, étaient jetées sans la moindre considération. Une larme a coulé sur ma joue, mais je l'ai vite essuyée. Je ne voulais pas qu'il me voie vulnérable. Je devais être forte comme Eduardo. Il me l'avait toujours appris, et à cet instant, je me suis souvenu que je n'avais toujours pas monté les cartons contenant ses affaires. Demain, me suis-je promis. Demain, je sauverai les affaires d'Eduardo avant qu'il ne les jette aussi. J'étais loin de me douter que ces cartons contiendraient quelque chose qui changerait le cours de mon histoire à jamais. Non. Le lendemain matin, je me suis réveillée tôt. De ma fenêtre, j'ai vu Alejandro et Mariana quitter la maison, habillés de façon formelle. Ils allaient probablement au travail ou à une réunion. C'était l'occasion idéale de descendre récupérer les affaires d'Eduardo. J'ai attendu que sa voiture démarre, puis j'ai descendu prudemment les escaliers. Mes genoux me faisaient de plus en plus mal, mais ma détermination était plus forte que toute douleur physique. En arrivant devant la porte d'entrée, je me suis souvenu que la serrure avait été changée et qu'on ne m'avait pas donné de double de la nouvelle clé, comme promis. Heureusement, la porte de derrière donnant sur le jardin avait toujours la même serrure, probablement parce qu'on n'avait pas encore eu le temps de la changer. J'y suis entré furtivement, comme un cambrioleur chez moi. L'intérieur était méconnaissable. En quelques semaines seulement, le salon et la salle à manger avaient été complètement transformés. Les meubles rustiques en bois qu'Eduardo avait achetés lors d'un voyage à Tlaxcala avaient disparu,
remplacés par des canapés modernes aux lignes droites et aux couleurs neutres. Les rideaux de dentelle que j'avais tissés à la main avaient été remplacés par des stores métalliques. Même le sol était différent, avec des carreaux grand format qui résonnaient à chacun de mes pas. Je me dirigeais vers ce qui avait été notre chambre, devenue la chambre principale d'Alejandro et Mariana. En ouvrant la porte, j'ai senti une boule dans l'estomac. Le lit où Eduardo avait passé ses derniers jours n'était plus là. À la place se trouvait un lit king size à baldaquin avec des draps de soie. Le placard où nous rangeions nos vêtements avait été remplacé par une commode à porte-miroir. Je cherchais désespérément les cartons contenant les affaires de mon mari, mais ils étaient introuvables. Où les ont-ils rangés? Murmurai-je, sentant l'anxiété monter. J'ai regardé sous le lit, dans le nouveau placard, et même dans la salle de bain attenante, mais aucune trace des cartons. Je sortis dans le couloir et me dirigeai vers ce qui avait été la chambre d'Alejandro enfant. Elle était en cours de transformation en chambre d'enfant, avec des murs à moitié peints en jaune pâle et des meubles en vrac empilés dans un coin. Je n'y trouvais pas les cartons non plus. Je me rendis au sous-sol, un petit espace où nous conservions les articles saisonniers et les outils. La lumière était faible et l'air sentait le moisi. Dans un coin, empilé sans soin, je finis par trouver les cartons d'Eduardo, mais quelque chose m'alarma aussitôt. Il y en avait moins que dans mes souvenirs. Avant de monter sur le toit, il y avait au moins 8 grandes boîtes contenant ses affaires. Il n'en restait plus que 3, ouvertes, le contenu froissé, comme si quelqu'un cherchait quelque chose de précis. J'ai senti mon sang bouillir. Que avait-il fait du reste des affaires d'Eduardo? Il les avait simplement jetées sans me consulter. Je me suis agenouillée près des boîtes et j'ai commencé à trier ce qui restait. De vieux livres, des outils, des documents épars et des vêtements qu'il n'avait pas jugés dignes d'être donnés ou vendus parmi les papiers. J'ai trouvé notre album de mariage. Les photos en noir et blanc nous montraient Eduardo et moi, jeunes et amoureux, entourés de leur famille maintenant à la cinquantaine, rien n'étant plus avec nous. J'ai caressé la photo d'Eduardo dans son costume de location, souriant nerveusement. « Mais tu me manques tellement », ai-je murmuré, sentant des larmes couler sur mes joues. Je me suis assise sur une boîte vide pour me reposer un instant et décider quoi faire. Je ne pouvais pas porter tous les cartons sur le toit d'un coup, pas avec mes forces diminuées et mes genoux qui protestaient. Il me faudrait faire plusieurs allers-retours, en triant d'abord les choses les plus importantes. Alors que je rangeais mes affaires, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Mon cœur a bondi. Ils étaient revenus si vite. J'ai rapidement attrapé l'album photo et quelques documents qui semblaient importants. Je les ai mis dans un sac plastique trouvé à proximité et je les ai cachés derrière des étagères. Je te le dis, j'ai laissé les papiers quelque part dans la pièce. J'ai entendu la voix d'Alejandro. Tu perds toujours tout, a répondu Mariana d'un ton agacé. Tu as vérifié au sous-sol. On y a jeté beaucoup d'affaires de tes parents. On ne les garde pas, a corrigé Alejandro, sans grande conviction. Bref, il nous faut ces papiers pour les montrer à l'avocat. Avocat? Quel avocat? Et quels papiers cherchiez-vous? Je vais les chercher ici. Tu vas vérifier en haut, dans le bureau, a dit Alejandro. J'entendis ses pas s'approcher du sous-sol. Je me figeai, essayant de contrôler ma respiration. Alejandro descendit, alluma la lumière et commença à fouiller les cartons, ceux-là même que je venais d'examiner. Maman a tout rangé avec tant de soin. Il faut que ce soit ici, murmura-t-il en fouillant dans le contenu. C'était là qu'il conserverait les documents importants de papa. Après quelques minutes de recherche agaçante, Mariana l'appela d'en haut. Alejandro, je crois que j'ai trouvé quelque chose dans le bureau, répondit-il, laissant les cartons en désordre à un homme qui s'était précipité dans l'escalier et avait refermé la porte du sous-sol derrière lui. J'ai attendu quelques minutes pour m'assurer qu'il ne reviendrait pas, puis j'ai quitté ma cachette. Ma curiosité était piquée au vif. Quels papiers étaient si importants qu'ils avaient interrompu leur journée pour venir les chercher? Et surtout, qu'est-ce qu'un avocat avait à voir avec tout ça? Je me suis faufilée à l'étage et me suis approchée du bureau, une petite pièce qu'Eduardo utilisait pour gérer les comptes du ménage et qu'Alejandro avait maintenant transformée en espace de travail. La porte était entr'ouverte, et j'entendais la conversation. « Le voici », dit Mariana d'un ton triomphant. « Le certificat de propriété de la maison. Êtes-vous sûr que c'est l'original ?» demanda Alejandro. « Il porte le sceau et la signature du notaire. Avec cela et le certificat de décès, l'avocat peut entamer la procédure de transfert. Et si ma mère refuse de signer? » La voix d'Alejandro était inquiète. «
On n'a pas besoin que tu signes quoi que ce soit, ma puce, répondit Mariana d'un ton mielleux. La maison était au nom de ton père seul. C'est Alphal. Tu es l'héritier naturel. Ta mère n'a aucun droit légal sur la propriété. J'ai dû réprimer un cri. Comment était-ce possible? Eduardo et moi avions acheté cette maison ensemble grâce à nos économies. Il est vrai qu'il avait fait les démarches, car à l'époque, il était courant que les propriétés soient au nom du mari, mais il m'a toujours assuré que la maison leur appartenait à tous les deux. Je ne me sens pas à l'aise de faire ça, dit Alejandro. C'est aussi la maison de maman. C'est un bien familial, répondit Mariana froidement. Et maintenant que nous attendons un bébé, nous devons sécuriser nos biens. De plus, nous lui avons donné un logement. Ce n'est pas plus que ce que beaucoup de familles feraient. Oh, je suppose que tu as raison, dit Alejandro. L'avocat dit que tout est parfaitement légal. Bien sûr que c'est légal. Et une fois la maison officiellement à ton nom, nous pourrons demander le prêt pour la rénovation complète. Et si maman la prend, que fera-t-elle? Elle est déjà installée sur le toit. C'est difficile pour elle d'aller ailleurs avec sa maigre pension. De plus, on peut toujours aller en maison de retraite si on n'aime pas vivre ici. Leurs paroles m'ont fait l'effet d'un coup de poing. Non seulement ils prévoyaient de saisir ma maison légalement, mais ils envisageaient déjà de m'envoyer en maison de retraite si je devenais une nuisance. J'ai senti mes jambes faiblir et j'ai dû m'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. Allons-y, dit Mariana. Le rendez-vous avec l'avocat est à 11 heures, et je ne veux pas être en retard. Et si ma mère revient et constate que le certificat a disparu? Demanda Alejandro. Oh, je ne pense même pas qu'elle sache qu'il existe. Et même si elle le savait, qu'est-ce que ça pourrait être? La loi est de notre côté. Je les entendis rassembler les papiers et s'apprêter à se faufiler rapidement dans la cuisine, puis sortir par la porte de derrière et remonter sur le toit par l'escalier extérieur. Mon cœur battait si fort que j'ai cru qu'il allait exploser. Dans mon petit refuge, je me suis redressée dans mon lit, essayant de digérer ce que je venais d'entendre. Mon propre fils prévoyait de me priver de ma maison, la maison qu'Eduardo et moi avions tant travaillé à construire. Et le pire, c'est que légalement, je ne pouvais rien faire pour l'en empêcher. J'ai passé le reste de la journée dans un état second, alternant entre crises de larmes et moments de rage intense. À l'heure du dîner, j'ai entendu Alejandro m'appeler d'en bas. « Maman, tu veux venir dîner avec nous ?» Un instant, j'ai pensé à les affronter. Je criais la vérité qu'A.M. avait découverte, mais quelque chose m'en empêchait. Si je révélais ce que je savais, ils pourraient accélérer le processus, ou pire, mettre leur menace à exécution de m'envoyer en maison de retraite. J'avais besoin de temps pour réfléchir, pour trouver une solution. Non, fiston, répondis-je de la voix la plus normale possible. J'avais un peu mal à la tête, et je pense que je vais me coucher tôt. Comme tu veux, dit-il. Et j'entendais le soulagement dans sa voix. On te gardera quelque chose au cas où tu changerais d'avis. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Des souvenirs d'Eduardo et de notre vie ensemble me submergeaient. Je me suis souvenu des heures supplémentaires que nous faisions pour payer l'hypothèque, de la façon dont nous peignions chaque pièce nous-mêmes pour économiser, de la façon dont nous plantions chaque arbre et chaque arbuste du jardin. Cette maison était autant la mienne que la sienne. Je n'arrivais pas à croire que, légalement, je n'y avais aucun droit. Au fil des heures, ma tristesse initiale a cédé la place à une détermination que je n'avais pas ressentie depuis des années. Eduardo disait toujours que j'étais forte, plus forte que je ne le pensais. Mon chêne, déguisé en fleurs, m'appelait affectueusement. Je ne les laisserai pas prendre ce qui m'appartient, murmurai-je dans l'obscurité. Il doit bien y avoir quelque chose que je puisse faire, une preuve que cette maison m'appartient aussi. Et puis, comme si Eduardo m'avait murmuré à l'oreille, je me suis souvenu de quelque chose. Le tiroir du bas du vieux bureau de mon mari, qu'il gardait toujours fermé à clé. Juan, tombé malade, m'a tendu un trousseau de clés en disant « Toutes les réponses dont tu auras besoin, tu les trouveras ici. » À cet instant, rongé par le chagrin de son départ imminent, je n'ai pas prêté beaucoup d'attention à ses paroles. Les clés étaient enfermées dans une boîte sur ma table de nuit, oubliée jusqu'à présent. Je me suis soudain redressé. Attention, le bureau serait toujours dans la maison. Je ne l'avais pas vu lors de ma promenade ce matin-là, mais je n'avais pas eu le temps de vérifier chaque pièce. Demain, me suis-je promis, demain, je fouillerai chaque recoin de cette maison jusqu'à trouver le bureau d'Eduardo, et alors nous verrons bien qui a la loi de son côté. Sur cette pensée, je me suis recouché. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti une lueur d'espoir.
Je ne savais pas ce que j'allais trouver dans ce tiroir, mais j'étais déterminée à le découvrir. Pour Eduardo, pour moi, et pour la vérité. Le lendemain matin, je me suis levée avec une résolution claire. J'ai attendu patiemment, écoutant les bruits de la maison, jusqu'à ce que j'entende le bruit caractéristique de la voiture d'Alejandro qui s'éloignait. Une fois certain qu'ils étaient partis travailler, je suis descendue à la maison principale. Cette fois, j'y suis entrée avec plus de prudence, utilisant à nouveau la porte de derrière. Je ne voulais pas risquer leur retour inopiné, comme la veille. J'avais le trousseau de clés qu'Eduardo m'avait donné et la détermination de retrouver son bureau connecté. J'ai parcouru chaque pièce méthodiquement. Le bureau ne se trouvait ni dans le bureau, ni dans les chambres, ni dans la salle à manger, ni dans le salon rénové. Mon anxiété grandissait, me demandant s'il s'était également débarrassé de ce meuble si spécial. Eduardo l'avait acheté lors d'une vente aux enchères d'antiquités quand Alejandro n'était qu'un bébé. C'était de l'acajou massif, avec des sculptures ornées et de nombreux tiroirs. Un magnifique meuble qui avait résisté à l'épreuve du temps, bien mieux que la loyauté de mon fils Anne. Après avoir fouillé toute la maison en vain, il ne me restait que le garage. C'était un espace que nous n'utilisions presque jamais pour nous garer. Eduardo préférait laisser la voiture dans la rue. Au fil des ans, c'était devenu un lieu de rangement pour les choses dont nous ne nous servions plus, mais nous ne voulions pas non plus le jeter. Alerte garage, mon cœur fit un bond. Là, recouvert d'un vieux drap poussiéreux et entouré de cartons, se trouvait le bureau d'Eduardo. Il avait été relégué à la casse, comme tant d'autres choses de notre vie. Ensemble, je m'approchai avec révérence, retirai le drap et passai la main sur le bois poli que j'avais tant de fois nettoyé à la cire d'abeille. Malgré la poussière, c'était toujours une belle pièce. Je me souvins combien de fois j'avais vu Eduardo assis devant, payant des factures, écrivant des lettres ou simplement savourant une tasse de café en lisant le journal du dimanche. J'examinai les tiroirs. Ceux du haut étaient vides, probablement déjà fouillés par Alejandro et Mariana à la recherche d'objets de valeur. Mais le tiroir du bas, le plus petit au centre du bureau, restait verrouillé. Il était muni d'une petite serrure en bronze ornée d'un motif de feuilles. Mes mains tremblaient tandis que j'essayais de sortir clé après clé du trousseau. Finalement, une petite clé dorée s'inséra parfaitement dans la serrure. En la tournant, j'entendis un clic satisfaisant et le tiroir s'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une enveloppe en papier craft jaunie par le temps, sur laquelle était inscrit le mot « rosaire », de l'écriture si reconnaissable d'Eduardo. Je la pris d'une main tremblante et l'ouvris. Elle contenait plusieurs documents. Le premier, une lettre adressée à moi, ma chère Rosario, commençait de son élégante écriture. « Si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus avec toi. LFIT, j'espère que tu n'auras jamais à ouvrir ce tiroir, que notre vie commune est si longue que ces papiers deviennent inutiles. Mais j'ai toujours été un homme prudent, et il y a des choses que tu dois savoir. » Les larmes brouillèrent ma vue en lisant les précautions qu'Eduardo avait prises des années auparavant pour me protéger. La lettre expliquait que si la maison avait initialement été enregistrée uniquement à son nom, Seomo, ce qui était courant à l'époque, il avait procédé à des modifications juridiques des années plus tard. La lettre était accompagnée d'un testament dûment notarié me désignant bénéficiaire de tous ses biens, maison comprise. Il y avait aussi une copie d'un acte de propriété plus récent nous désignant tous deux comme propriétaires. Mais ce n'était pas tout. Parmi les documents, j'ai trouvé les titres de propriété de 2 terrains en périphérie de la ville, des investissements dans une entreprise de construction qui avait prospéré au fil des ans, et un compte bancaire qu'Eduardo avait gardé secret, un compte honnête, expliquait-il dans sa lettre. Je l'ai ouvert le jour de la naissance d'Alejandro. Chaque mois, j'y ai déposé une petite somme, pensant à notre avenir, à notre vieillesse paisible. Je voulais te faire la surprise, à ma retraite, d'organiser ce voyage en Europe dont tu as toujours rêvé. La vie ne m'a pas donné cette opportunité, mais maintenant elle est à toi. Fais en bon usage, mon amour. À la fin de la lettre, d'une écriture plus tremblante, probablement écrite pendant sa maladie, il avait ajouté « J'ai confiance que notre fils prendra soin de toi, comme nous avons pris soin de lui. Mais sinon, ces documents te donneront l'indépendance que tu mérites, An. Tu as toujours été plus fort que tu ne le penses. Je t'aime éternellement, Eduardo. » Assise sur le sol poussiéreux du garage, je pleurais, serrant dans mes bras ces derniers cadeaux de mon mari Eduardo. Même en son absence, il continuait de me protéger, il continuait de m'aimer, et tandis que les larmes coulaient sur mes joues, un sentiment de calme et de certitude m'envahissait. J'étais impuissante, je n'étais pas à la merci de mon fils et de sa femme. J'avais le choix.
J'ai soigneusement emballé les documents dans l'enveloppe et je suis retournée à mon espace sur le toit. J'avais besoin de temps pour réfléchir, pour élaborer un plan cet après-midi-là. Alejandro m'a fait la surprise d'une visite. Il est monté à l'étage, légèrement essoufflé, son expression s'efforçant de paraître joyeuse sans cacher son malaise. « Maman, comment vas-tu? On ne t'a pas vu depuis des jours. »« Je vais bien, fiston, » ai-je répondu calmement en cachant l'enveloppe sous mon oreiller. « C'est juste que j'ai du mal à m'adapter à ce nouvel arrangement. »« C'est pour ton bien, » a-t-il dit, répétant cette phrase que j'avais commencé à tant détester. « À ton âge, vivre seul n'est pas sûr, et nous sommes là pour prendre soin de toi. » J'avais envie de lui rire au nez, de prendre soin de moi en m'enfermant sur le toit pendant qu'il complotait pour me cambrioler. Mais je gardais mon sang-froid. « Ouais, je suppose que tu as raison. » J'ai concédé. « Au fait, as-tu vu le bureau de ton père? Il y a des affaires personnelles que j'aimerais récupérer. » Alejandro se tendit visiblement. « Le vieux bureau. Je crois qu'il est dans le garage, mais il n'y a rien d'important. On a déjà fouillé tous les tiroirs pour ranger ses affaires. Tous, sauf un, pensais-je, mais je ne souris que faiblement. Soudain. J'aimerais le voir pour les souvenirs, tu sais. Bien sûr, répondit-il nerveusement. Quand on aura le temps, on pourra le sortir pour que tu le voies. Pas d'urgence, dis-je en savourant intérieurement. Ma petite victoire. Au fait, comment avancent les travaux? Mariana a parlé d'un prêt. SAS, les yeux écarquillés. Un prêt, non, ce ne sont pas que des idées, rien de concret. Je comprends, ai-je senti. C'est une grande maison, ça demande beaucoup d'investissement. Maman, dit Alejandro en changeant brusquement de sujet. Je voulais te parler de quelque chose d'important. Ce week-end, on va faire une petite réunion, un dîner avec des amis et des collègues pour leur faire visiter la maison. Ça te dit quelque chose? Répondis-je. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de visite. Alejandro s'éclaircit la gorge. Gênant, non. Mariana pensa que ce serait mieux si tu pouvais rester ici ce jour-là. Oui, tu pourrais. Quoi? Alejandro, demandai-je, même si je savais déjà ce qui allait arriver. Si tu pouvais rester ici pendant le dîner, finit-il par lâcher. C'est juste que Mariana veut impressionner ses supérieurs et pense qu'il serait difficile d'expliquer que ma mère habite dans la maison. J'avais l'impression d'avoir reçu une gifle. C'était une chose de me reléguer sur le toit au quotidien, mais c'en était une autre de vouloir me cacher comme si ma présence était une gêne, quelque chose qui cacherait ses amitiés. Compliqué, répétai-je, la voix tremblante d'indignation. C'est compliqué d'expliquer que ta mère, la femme qui t'a donné la vie, qui a sacrifié sa carrière pour t'élever, qui a construit avec ton père cette maison où tu vis maintenant confortablement, existe. C'est ça qui est compliqué, Alejandro? Ce n'est pas ça, maman, balbutia-t-il en rougissant. C'est juste que Mariana, eh bien, elle veut donner une certaine impression, et je ne corresponds pas à cette impression. Je termina sa phrase. Je ne suis pas assez élégant, assez poli pour vos nouvelles amitiés. C'est tout. Veuillez nous comprendre, a-t-il plaidé. C'est une soirée importante pour Mariana. Son patron pourrait lui offrir une promotion. Je l'ai regardé fixement. Cet homme que j'avais élevé avec tant d'amour, qui était maintenant capable de me demander de cacher un secret honteux. Où était passé mon adorable petit garçon qui s'était jeté dans mes bras après s'être écorché les genoux? Quand il était devenu cet étranger égoïste qui faisait passer les désirs de sa femme avant le respect élémentaire pour sa mère? Esther, d'accord, ai-je finalement dit avec un calme qui m'a surprise. Je vais rester ici. Ils ne sauront même pas que j'existe. Alejandro soupira de soulagement, inconscient de la douleur que ses paroles et ses demandes me causaient. Maman, je savais que tu comprendrais. On va d'abord monter à dîner. Bien sûr, ce n'est pas nécessaire, répondis-je. Je ne voudrais pas que tes invités voient quelqu'un apporter à manger sur le toit et commencent à poser des questions gênantes. Mon sarcasme passa complètement inaperçu. Tu as raison. Je ferais mieux de te laisser quelque chose ici avant leur arrivée. Il se leva, visiblement soulagé que le problème soit réglé. Anchi m'embrassa rapidement sur la joue, comme pour s'acquitter d'une obligation. On t'aime, maman, dit-il, mais ces mots sonnaient creux. Quand Sefiu arriva, je fixai la porte fermée, un mélange de tristesse et de colère bouillonnant en moi. La douleur de son rejet était si intense que je la sentais presque physiquement comme un poing serrant mon cœur, mais sous cette douleur, quelque chose d'autre grandissait.
Une détermination. Une force que je croyais avoir perdue depuis longtemps. Ward avait raison, j'étais plus forte que je ne le pensais, et il était temps de le prouver. J'ai sorti l'enveloppe de sous mon oreiller, et j'ai relu les documents un par un. À chaque page, ma détermination se renforçait. Je n'allais pas être une autre victime. Je n'allais pas me laisser effacer de ma propre vie, de mon propre foyer. Tout cela se termine maintenant, me suis-je dit à voix haute, comme une promesse, Eduardo, à moi-même et à la femme que j'étais autrefois et que je redécouvrais. Tu sais, si tu t'es déjà senti mis à l'écart, que quelqu'un essayait de te rendre invisible alors que tu étais autrefois indispensable, tu comprendras parfaitement ce que j'ai ressenti à ce moment-là. La vie nous réserve des épreuves difficiles, mais elles sont parfois nécessaires pour nous rappeler notre vraie valeur. Si tu veux savoir comment j'ai géré cette situation, continue de lire mon histoire. Je t'assure que la suite te surprendra autant qu'elle m'a surprise. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Mon esprit repensait aux documents trouvés dans le tiroir secret d'Eduardo. Élaborant des stratégies, anticipant les réactions. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais maître de mon destin. Quand le soleil a commencé à percer par ma petite fenêtre, j'avais déjà pris une décision. Je n'agirais pas impulsivement. Eduardo disait toujours que les plus belles victoires se construisent avec patience et stratégie. La première chose dont j'avais besoin, c'était d'un conseil juridique. Parmi les documents, j'ai trouvé une carte de visite de l'avocat d'Eduardo, un avocat diplômé de Tahoado Ramirez. Exercerait-il encore après tant d'années? Il n'y avait qu'un seul moyen de le savoir. J'ai attendu qu'Alejandro et Mariana partent travailler, et je suis descendu. Cette fois, je ne me suis pas éclipsé comme un intrus, mais j'ai marché la tête haute, conscient d'avoir autant le droit d'être là qu'eux. Plus que tout, j'ai cherché le numéro de téléphone fixe qui, à ma grande surprise, était toujours au même endroit. Appeler depuis mon portable aurait laissé une trace qu'Alejandro aurait pu voir s'il avait consulté mes factures. Je ne serais pas surpris qu'il le fasse. Vu son attitude contrôlante ces derniers temps et ses doigts tremblants, j'ai composé le numéro indiqué sur la carte. Après plusieurs sonneries, une voix féminine a répondu. Cabinet d'avocats Ramirez et Associates. Bonjour. J'ai ressenti un immense soulagement. Le cabinet existait toujours. Bonjour, ai-je répondu en essayant d'avoir l'air ferme. J'aimerais parler à monsieur Carlos Ramirez, s'il vous plaît. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Qui vous représente? Je suis Rosario Gutiérrez, la veuve d'Eduardo Mendoza. Un autre silence plus long cette fois. Un instant, s'il vous plaît. J'ai attendu, le cœur battant. Après ce qui m'a semblé une éternité, une voix masculine grave et calme a répondu. Madame Mendoza, ici Carlos Ramirez. Quelle surprise de recevoir votre appel après si longtemps. Maître Jamiré. J'ai soupiré de soulagement. Je n'étais pas sûr que vous soyez toujours au même bureau. Je suis ici depuis 30 ans, madame. Je suis vraiment désolé de ne pas avoir réussi à vous joindre après la mort de Don Eduardo. Je vous ai contacté plusieurs fois, mais je n'ai jamais reçu de réponse. J'ai froncé les sourcils, perplexe. Il a essayé de me contacter. Je n'ai jamais reçu un seul message de votre part. J'ai envoyé plusieurs lettres à votre domicile et j'ai même appelé le numéro que vous aviez enregistré. J'ai toujours reçu la réponse d'un jeune homme qui prétendait être votre fils. Il m'a assuré qu'il vous transmettrait mes messages. Un frisson m'a parcouru. Alejandro avait délibérément intercepté les communications de l'avocat. Depuis combien de temps prévoyait-il de s'emparer de la maison? Avocat, ai-je dit en essayant de garder mon calme. Je viens de retrouver des documents que mon mari a laissés derrière lui. Je pense que j'ai besoin de vos conseils de toute urgence. Bien sûr, il veut. Venir à mon bureau? Je pourrais vous voir cet après-midi. Oui, merci, ai-je répondu, avec une lueur d'espoir. Je pourrais le remettre au gérant après avoir soigneusement noté l'adresse du buffet sur un bout de papier que j'ai glissé dans ma poche. J'ai raccroché le téléphone avec une détermination renouvelée. La prochaine étape était de sortir de la maison sans éveiller les soupçons. Je ne voulais pas qu'Alejandro ou Mariana soient au courant de ma visite chez l'avocat. Du moins, pas encore. Je suis retournée sur le toit et je me suis habillée avec plus de soin que d'habitude. J'ai choisi une robe simple mais élégante, qui datait de mes années d'enseignement. Avant de me consacrer entièrement à la famille, je me suis coiffée méticuleusement, me maquillant légèrement pour masquer la fatigue. En me regardant dans le petit miroir, j'ai vu une femme différente de la vieille femme résignée des derniers mois. Une étincelle brillait dans mes yeux,
Une détermination dans mon expression me rappelait la jeune femme que j'étais autrefois. J'ai étiqueté l'enveloppe contenant les documents et je l'ai mise dans un sac en tissu qu'Eduardo m'avait offert pour notre dernier anniversaire. Puis, aussi discrètement que possible, j'ai descendu l'escalier extérieur et suis sortie par la porte du jardin. Elle avait laissé un mot sur mon lit disant qu'elle était allée au marché et qu'elle reviendrait dans l'après-midi. Au cas où quelqu'un remarquerait mon absence pendant le trajet jusqu'au bureau de monsieur Ramirez, elle était plus longue que prévu. J'ai pris un taxi, consciente de dépenser de l'argent que j'aurais dû économiser, mais l'urgence de la situation le justifiait. Pendant le trajet, j'ai regardé la ville par la fenêtre, surprise de voir à quel point elle avait changé ces dernières années. J'étais tellement confinée chez moi, surtout depuis la mort d'Eduardo, que je reconnaissais à peine certaines rues. Le cabinet était situé dans un immeuble ancien mais bien conservé du quartier de Condesa. En entrant, j'ai été accueillie par une jeune réceptionniste qui m'a immédiatement conduite au cabinet de maître Ramirez. L'avocat était un homme d'une 60aine d'années, aux cheveux gris et portant des lunettes à monture épaisse. En me voyant, il s'est levé de son bureau et m'a chaleureusement serré la main. « Madame Mendoza, c'est un plaisir de vous rencontrer enfin. Maître Eduardo m'a beaucoup parlé de vous. Connaissiez-vous bien mon mari ? Ai-je demandé, surprise. Nous étions amis, et même associés dans certains dossiers juridiques. Il a répondu avec un sourire nostalgique. Eduardo était un homme exceptionnel, très visionnaire, et surtout, profondément dévoué à sa famille. Ces mots m'ont réconforté. C'était bon de savoir que d'autres se souvenaient d'Eduardo comme de l'homme merveilleux qu'il était. Sœur Ramirez m'a invité à m'asseoir et m'a offert un café, que j'ai accepté avec gratitude. Puis, les mains tremblantes, j'ai sorti les documents de l'enveloppe et les ai déposés sur son bureau. Je les ai trouvés hier dans un tiroir secret du bureau de mon mari. Je lui ai expliqué qu'Eduardo avait apparemment pris des précautions que j'ignorais. Ramirez a examiné les papiers d'un air sérieux. Hochant la tête de temps en temps après quelques minutes, il a levé les yeux et m'a souri. « Madame Mendoza, votre mari a effectivement été très prudent. Ces documents sont en parfaite forme juridique. La maison vous appartient de plein droit en tant que copropriétaire avec Eduardo. Le testament est valide et dûment enregistré. Quant aux autres propriétés et investissements, a-t-il marqué une pause, examinant d'autres documents. Tout semble en ordre. En fait, les investissements dans l'entreprise de construction ont généré des dividendes considérables ces dernières années. Des dividendes ? Demandai-je, perplexe. Je n'ai jamais reçu de paiement. Ramirez fronça les sourcils. C'est étrange. D'après nos registres, les dividendes ont été versés trimestriellement sur le compte ouvert par Eduardo. Un frisson me parcourut le dos. Le compte bancaire mentionné dans la lettre. Je n'en avais jamais entendu parler avant hier. L'avocat me regarda gravement. « Madame Mendoza, je pense que nous devrions vérifier ce compte immédiatement. » « Oui, excusez-moi. Je peux appeler la banque tout de suite. » J'acquiesçai, un mélange d'anxiété et d'impatience mêlée. Ramirez passa l'appel, se présentant comme mon représentant légal et fournissant les coordonnées bancaires figurant sur les documents, avant une brève conversation et quelques vérifications de sécurité. Ramirez écouta attentivement ce qui se disait à l'autre bout du fil. Son expression passa de la concentration à la surprise, puis à une indignation à peine contenue. Lorsqu'il raccrocha, il me regarda droit dans les yeux. « Madame Mendoza, le compte existe et est actif. Le solde actuel est... » Il marqua une pause, comme pour s'assurer de ne pas se tromper. Un peu plus de 5 millions de pesos. J'avais le souffle coupé. 5 millions. Eduardo était un investisseur très astucieux. De plus, il semble que l'entreprise de construction où j'avais des actions ait prospéré énormément ces 10 dernières années. Les dividendes s'accumulaient, plus les intérêts. Mais je n'ai jamais eu accès à cet argent, murmurai-je, encore abasourdi par la nouvelle. C'est le plus inquiétant, dit Ramirez d'un ton sombre. D'après la banque, il y a un deuxième titulaire du compte qui effectue des retraits réguliers depuis 2 ans. Mon cœur s'arrêta un instant. Un deuxième titulaire du compte, Cian, votre fils, Alejandro Mendoza. La révélation me frappa comme un seau d'eau glacée. Non seulement Alejandro était au courant de l'existence de ce compte, mais il utilisait l'argent à mon insu et sans mon consentement. Combien avait-il déjà retiré? À quoi l'avait-il dépensé? La rénovation de la maison, la nouvelle voiture qu'il avait achetée l'année dernière? Comment est-ce possible? J'ai demandé d'une voix à peine plus forte qu'un murmure.
Je n'ai jamais autorisé mon fils à être cotitulaire. Ramirez a examiné les documents à nouveau. D'après ces documents, Eduardo avait laissé des instructions pour que vous soyez l'unique titulaire. Pour qu'Alejandro ait accès au compte, il aurait fallu que quelqu'un imite votre signature sur les documents bancaires. Sonora Mendoza, la pièce semblait tourner autour de moi. Mon propre fils, à qui j'avais donné tout mon amour, me volait systématiquement. Non seulement il voulait prendre ma maison, mais il s'était déjà approprié l'argent qu'Édouard avait économisé pour mon bien-être. Que puis-je faire? Ai-je finalement demandé d'une voix que je ne reconnaissais pas. Vous avez plusieurs options, a répondu Ramirez avec une fermeté professionnelle. Nous pouvons porter plainte pour fraude contre votre fils. Nous pouvons geler le compte immédiatement et demander un audit de toutes les transactions. Change, nous pouvons légalement garantir votre propriété de la maison par une notification officielle. Les options se bousculaient dans ma tête. Dénoncer mon propre fils pour fraude. L'idée me faisait mal au cœur, mais en même temps, l'ampleur de sa trahison était accablante. J'ai besoin de temps pour réfléchir, dis-je. Enfin, nous pouvons commencer par sécuriser la maison et le compte bancaire sans impliquer les autorités. Du moins pour l'instant. Ramirez hocha la tête avec compréhension. Bien sûr, nous pouvons procéder avec prudence. La première étape consistera à changer la propriété du compte pour que vous seul y ayez accès, puis à garantir légalement votre propriété de la maison. Mais je dois vous prévenir, Madame Mendoza, que votre fils ne le prendra probablement pas bien. Je sais, ai-je répondu, la gorge serrée. Mais je ne peux pas me permettre de continuer à me traiter ainsi. Eduardo n'aurait pas voulu cela. Certainement pas, a confirmé Ramirez. Don Eduardo parlait toujours de vous. Avec Mayo, cela signifiait respect et amour. Il serait fier de vous voir défendre ce qui vous appartient. Ces mots m'ont donné la force dont j'avais besoin. Pendant le reste de l'après-midi, nous avons travaillé sur les documents nécessaires pour sécuriser ma succession. Ramirez m'a expliqué chaque étape de la procédure, s'assurant que je comprenais parfaitement mes droits et mes options. Du pain. Lorsque j'ai finalement quitté le bureau, le soleil commençait à se coucher. J'avais des copies certifiées conformes de tous les documents et la promesse de Ramirez que le virement bancaire serait effectué. Les jours suivants, nous avions également entamé les démarches pour confirmer mon statut de propriétaire légitime de la maison. Alors que le taxi me ramenait, j'ai ressenti un étrange mélange de émotions. Tristesse face à la trahison de mon fils, colère face au temps et à l'argent perdu, mais aussi un sentiment croissant de pouvoir. Pour la première fois depuis des années, j'avais le contrôle de ma vie anale. En rentrant, j'ai vu que la voiture d'Alejandro était déjà garée devant l'entrée. J'ai pris une grande inspiration, me préparant mentalement à agir normalement. Ce n'était pas encore le moment de l'affronter. J'avais besoin que tout soit en règle avant de franchir le pas. Je suis entré par la porte du jardin et suis monté directement sur le toit, évitant Alejandro et Mariana. Une fois dans ma chambre, j'ai enfermé les documents dans un endroit sûr, dans une boîte à biscuits vide sous mon lit. Personne ne voulait y jeter un coup d'œil, et je me suis assise au bord du lit. Épuisée physiquement et émotionnellement. L'ampleur de ce que j'avais découvert et des décisions que j'avais prises ce jour-là m'a bouleversée. Mais sous l'épuisement, j'ai senti une lueur d'espoir que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Eduardo, ai-je murmuré à l'air comme s'il pouvait m'entendre. Merci de prendre soin de moi, même maintenant. Ah, je ne te décevrai pas. Les larmes que j'ai versées ce soir-là n'étaient pas de tristesse, mais de détermination. La femme faible et complaisante que j'avais été ces dernières années disparaissait, et à sa place émergeait une personne plus forte, plus déterminée, quelqu'un qui ne permettrait à personne de la traiter comme un fardeau inutile. Il est temps de reprendre ma vie en main, me suis-je promis en contemplant les étoiles par ma petite fenêtre. Et que Dieu vienne en aide à Alejandro lorsqu'il découvrira ce que j'ai trouvé dans le tiroir du bas de la maison de son père. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une lucidité mentale que je n'avais pas éprouvée depuis des années. Pendant la nuit, en me retournant sans cesse, j'avais élaboré un plan détaillé. Je n'agirais pas par impulsion ni par vengeance, mais avec la même prudence et la même prévoyance dont Eduardo faisait toujours preuve. La première chose à faire était de m'assurer que toutes les procédures légales étaient en place avant toute confrontation. Monsieur Ramirez m'avait promis que d'ici la fin de la semaine, nous aurions tous les documents et le virement bancaire finalisé. Je devais gagner du temps et sauver les apparences. En attendant, Ankara avait pris le petit déjeuner avec Alejandro et Mariana, ce que je faisais rarement depuis que j'étais reléguée sur le toit. En entrant dans la cuisine,
Ils m'ont tous deux regardé avec une surprise évidente. « Maman !» s'est exclamé Alejandro. « On ne s'attendait pas à te voir si tôt. » J'ai souri aussi naturellement que possible. J'ai très bien dormi la nuit dernière. Je crois que je commence enfin à m'habituer à mon nouvel espace. Mariana, qui préparait le café, m'a à peine jeté un coup d'œil avant de retourner à sa tâche. « C'est gentil, Doña Rosario. Veux-tu prendre le petit déjeuner avec nous ? » « Si ça ne te dérange pas, » ai-je répondu, assise à la table qui avait été la mienne. Un silence gêné régnait dans la cuisine tandis que Mariana versait le café et qu'Alejandro consultait distraitement son téléphone portable. J'ai été surprise de les trouver étranges, comme s'ils étaient des étrangers occupant l'espace que je partageais autrefois avec ma famille. « Au fait, » a dit Alejandro, brisant le silence. « Où étais-tu hier ? Je suis venu te chercher pour le déjeuner, et tu n'étais pas là. » « Je suis allé au marché, » ai-je répondu calmement, répétant l'excuse que j'avais laissée dans mon mot. J'avais besoin de prendre l'air et de me promener. « Au marché ?» a demandé Mariana d'un ton soupçonneux. « Et qu'as-tu acheté ? » Je ne t'ai rien vu apporter, avait-elle anticipé cette question. J'ai juste laissé des servantes pour le gui sur le toit. Alejandro hocha la tête, apparemment satisfait de mon explication. Mais je remarquai que Mariana m'observait plus attentivement que d'habitude. Cette femme avait toujours été perspicace. Je devais être plus prudente. « N'oublie pas, ce samedi, c'est le dîner avec mes patrons, » dit Mariana. Changeant de place, tous les invités étaient confirmés. « Il y aura 8 personnes au total, mais ça va, » répondis-je en prenant une gorgée de café. « Besoin d'aide pour quoi que ce soit ? » Mariana faillit s'étouffer avec son café. « Ce ne sera pas nécessaire. Doña Rosario. Nous avons déjà réservé un traiteur. » Bien sûr, dis-je avec un sourire forcé. J'oubliais que mes talents culinaires ne sont pas à la hauteur de ces invités. Alejandro parut mal à l'aise. « Ah, ce n'est pas ça, maman. On veut juste que tu te détendes et que tu restes hors de vue. » Je terminai sa phrase. « Ne t'inquiète pas, mon fils. Je comprends parfaitement. » « Maman, ne dis pas ça comme ça, » protesta faiblement Alejandro. « Comment dire alors ? » demandai-je avec une innocence feinte. « Que je reste confiné dans ma chambre pendant que vous faites tous semblant de ne pas l'être est une façon plus acceptable de le dire. » Un silence tendu s'abattit sur la table. Mariana regarda Alejandro, s'attendant visiblement à ce qu'il contrôle la situation. Mon fils soupira profondément. « Tu exagères, maman ? » « Personne. Pourquoi tu te confines ? Ce n'est qu'une nuit, et c'est important pour la carrière de Marian. »« Bien sûr, » dis-je en hochant la tête. « La carrière de Marian est la priorité. En l'a toujours été. »« Doña Rosario, » interrompit Mariana d'une voix tendue. « Si notre arrangement vous met si mal à l'aise, nous pouvons toujours chercher d'autres options. Il y a de très belles résidences pour personnes âgées en ville. » Et il y avait cette menace à peine voilée que j'avais entendue dans leur conversation privée quelques jours auparavant. M'envoyer en maison de retraite si je posais problème à un autre moment. Ces mots m'auraient anéanti. J'aurais pleuré et les aurais suppliés de ne pas m'abandonner, mais maintenant, connaissant la vérité sur ma situation financière et juridique, je ne ressentais qu'un calme glacial, presque amusé. Des résidences pour personnes âgées, répétai-je pensivement. C'est une option intéressante. Je devrais peut-être y réfléchir. Après tout, cette maison est pleine de souvenirs, certains moins agréables ces derniers temps. Alejandro et Mariana échangèrent des regards surpris. Ils s'attendaient visiblement à des larmes, des supplications, et non à cette acceptation sereine. « Bon, » dit Alejandro nerveusement. « Inutile de prendre des décisions hâtives. Pour l'instant, l'arrangement fonctionne bien, non ? » « Je suppose que oui. » répondis-je en me levant de table pour les remercier du café. Je les ai laissés poursuivre leur journée. En quittant la cuisine, je sentais leur regard dans mon dos. Mon geste les avait déstabilisés, et c'était exactement ce que je voulais faire. Semer la confusion, semer le doute, gagner du temps. Du moins, je suis monté dans ma chambre et j'ai immédiatement appelé Monsieur Ramirez depuis mon portable. Peu m'importait qu'Alejandro consulte mes appels. Je connaîtrais bientôt toute la vérité. Bref, bonjour, Monsieur Ramirez, ai-je dit lorsqu'il a répondu. Des nouvelles de nos papiers ? J'allais justement vous appeler, Madame Mendoza, a-t-il répondu avec enthousiasme. La banque a traité votre demande avec une rapidité surprenante. Le compte est désormais à votre nom,
et nous avons bloqué tout accès non autorisé. Tellement vite, ai-je demandé, surprise par son efficacité. Il semble que votre mari ait eu de très bonnes relations dans cette institution. Elle ajouta avec une certaine satisfaction. Quand j'ai évoqué la possibilité d'un procès pour fraude, ils se sont montrés particulièrement coopératifs. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Et la maison? Nous avançons aussi. Nous avons déjà déposé les documents originaux chez le notaire. Quant au terrain et aux parts de l'entreprise de construction, tout est en cours de vérification et de mise à jour. Quand pensez-vous que tout sera prêt? Demandai-je, impatiente de connaître le délai. D'ici vendredi, nous devrions avoir tous les documents en ordre. Voulez-vous qu'on se rencontre ce jour-là pour tout examiner? Ce serait parfait. Répondis-je en pensant au dîner de samedi. Un moment idéal pour la confrontation finale. Après avoir raccroché, je me suis assise pour écrire en détail les prochaines étapes de mon plan. Je devais me préparer à toute réaction d'Alejandro et Mariana. Lorsqu'ils découvriraient la vérité, connaissant mon fils, elle commencerait par tout nier, puis chercherait à se justifier. Et enfin, voyant qu'il n'y avait aucune issue, elle recourrait à la manipulation émotionnelle. Mariana, quant à elle, se dévoilerait probablement sans le faux masque. La courtoisie dont il faisait preuve envers moi. Je devais aussi réfléchir à mon avenir au-delà de cette confrontation. Je voulais continuer à vivre dans cette maison, souillée par la tromperie et la trahison, ou recommencer ailleurs, libérée de ces souvenirs douloureux. L'après-midi, j'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais pas fait depuis longtemps, rendre visite à mon amie Carmela. Elle avait été ma collègue quand j'étais enseignante. Et même si nous nous étions éloignés après la mort d'Eduardo, nous sommes restés en contact. Au cache. J'avais besoin de parler à quelqu'un en qui j'avais confiance, quelqu'un qui n'avait pas d'intérêt personnel. Carmela habitait à quelques rues de là, dans un petit appartement qu'elle partageait avec sa sœur. Quand elle m'a vue à sa porte, son visage s'est illuminé. De surprise et de joie. Rosario, quel plaisir de te voir. Entre, entre. Son petit salon était rempli de livres et de plantes, reflétant son esprit curieux et vif, malgré son âge presque proche. Elle m'a offert du thé et nous nous sommes assis pour discuter. Tu as l'air différent, a-t-elle observé au bout de quelques minutes. Il y a dans tes yeux une étincelle que je n'avais pas vue depuis longtemps. En son, roi. Carmela avait toujours été perspicace. Il s'est passé tellement de choses, mon ami, trop pour te les raconter en un seul après-midi. Malgré cela, j'ai raconté les événements récents, le toit, la découverte des documents, la trahison d'Alejandro. Je n'ai omis aucun détail, pas même le plus douloureux. J'avais besoin d'expulser tout ce poison de mon organisme à Carmela, m'écouta-t-elle attentivement, ne m'interrompant que pour poser des questions ou exprimer son indignation. Quand j'eus terminé mon récit, elle prit mes mains dans les siennes. Rosario, ce qu'ils t'ont fait est impardonnable, dit-elle fermement à ton fils. Je n'aurais jamais imaginé qu'Alejandro puisse se comporter ainsi. Il m'a toujours semblé être un bon garçon. Et je croyais que c'était possible, avouai-je. Je me demande s'il a toujours été comme ça et que je ne l'ai pas vu, ou si Mariana l'a transformé. Les gens changent, songea Carmela, parfois en pire. Mais toi, tu as changé en mieux. Je te vois plus forte, plus déterminée. J'ai l'impression de me réveiller d'un long sommeil. J'ai admis qu'après la mort d'Eduardo, c'était comme si une partie de moi était morte avec lui. J'ai laissé Alejandro prendre les décisions à ma place, me reléguant dans un coin de ma vie. Oui, mais plus maintenant. Que comptes-tu faire après les avoir affrontés? Demanda-t-il. Vas-tu continuer à vivre avec eux? Une question qu'elle-même me posait. Je n'y crois pas. Il y a trop de souffrance dans cette maison. On se disait alors, je pourrais peut-être vendre la propriété et acheter quelque chose de plus petit, rien que pour moi. Tu sais que tu es toujours la bienvenue ici pendant que tu décides. Carmela proposa joyeusement. Merci, mon ami. Mais je crois que j'ai besoin d'être complètement indépendante maintenant. Retrouver mon autonomie. Carmela hocha la tête avec compréhension. Tu as repris le contrôle de ta vie, Rosario? Eduardo serait très fier de toi. Ces mots m'ont profondément touchée. Parfois, j'ai l'impression qu'il me guide, tu sais? Comme s'il avait prévu tout cela et m'avait donné les outils pour y faire face. C'était un homme sage. Carmela sourit. Et tu es plus forte que tu ne le penses. Depuis toujours. Je suis rentrée chez moi le cœur léger. Parler à Carmela avait clarifié mes idées et renforcé ma détermination.
Je n'avais plus aucun doute sur ce que je devais faire. Les jours suivants se sont déroulés dans un calme étrange. J'ai maintenu mon attitude normale face à Alejandro et Mariana, feignant d'accepter ma situation tout en peaufinant secrètement chaque détail de mon plan. J'ai de nouveau rendu visite à Monsieur Ramirez. Nous avons examiné tous les documents et discuté des réactions possibles de mon fils. Lorsqu'il apprendrait la vérité, je n'exclurais pas une réaction violente, prévint Ramirez. Pas physique peut-être, mais verbale. Il pourrait la menacer ou tenter de l'intimider. Je suis prêt, m'assura Yanop lors de ma dernière nuit avant la confrontation. J'ai revu les documents. Tout était en ordre. Le compte bancaire était désormais exclusivement à mon nom, avec un solde confirmé de 5,2 millions de pesos. Les titres de propriété de la maison et du terrain avaient été mis à jour, mon nom étant clairement établi comme propriétaire légitime. Les actions de l'entreprise de construction avaient été vérifiées et représentaient une valeur considérable. Je me suis couché avec une étrange sérénité. Demain, tout changerait à jamais, mais je ne craignais plus le changement. Au contraire, je l'attendais avec impatience. Eduardo, ai-je murmuré dans l'obscurité. Demain, je te rendrai justice, à moi, à ce que nous avons construit ensemble. Je te promets de ne pas gâcher cette seconde chance que tu m'as donnée. Cette promesse aux lèvres, je me suis endormi en rêvant d'un avenir qui, pour la première fois depuis des années, semblait radieux et plein de possibilités. Vendredi s'est levé sous un ciel dégagé, comme si même la météo voulait accompagner ma détermination retrouvée. Je me suis préparé avec un soin particulier. J'ai choisi une robe bleu marine qu'Eduardo avait toujours plébiscitée. Je me suis maquillée légèrement et j'ai attaché mes cheveux en un élégant chignon. Je voulais me sentir forte, présentable, digne du moment qui m'attendait. Avant de descendre, j'ai vérifié une dernière fois les documents que j'avais reçus de Monsieur Ramirez. Tout était en ordre. J'ai également confirmé le rendez-vous que nous avions prévu pour l'après-midi à son bureau, où nous signerions les derniers documents nécessaires à la sécurisation complète de mes biens. En descendant à la cuisine, j'ai trouvé Mariana en train de boire un café seule, absorbée par son téléphone portable. Elle a levé les yeux, visiblement surprise de me voir si bien habillée. « Bonjour, Doña Rosario », m'a-t-elle salué en me scrutant du regard. « Vous avez l'air différente aujourd'hui. Ah non. Bonjour, Mariana. J'ai des affaires à régler au centre, ai-je répondu naturellement. « Affaires » a-t-elle demandé, ne cachant pas sa curiosité. « Quel genre d'affaires » J'ai souri d'un air énigmatique. « Affaires personnelles. Rien qui devrait vous inquiéter. » J'ai remarqué que son expression avait subtilement changé. La femme qui avait l'habitude de me traiter comme une vieille dame impuissante et dépendante me regardait maintenant avec une certaine suspicion. « Alejandro, il est déjà parti travailler. » Prigant m'a servi une tasse de café. « Il est parti tôt. Il a une réunion importante, » a répondu Mariana, sans cesser de me regarder. « Mais il reviendra à midi pour aider aux préparatifs du dîner de demain. » Le fameux dîner, ai-je commenté d'un ton légèrement moqueur. « Ça doit être très important pour toi. » Mariana se redressa, adoptant cette posture défensive que j'avais remarquée lorsqu'elle se sentait interrogée. « C'est crucial pour ma carrière. Le vice-président de l'entreprise sera présent, et si tout se passe bien, je pourrai obtenir la promotion que je convoitais. Je te souhaite bonne chance, ai-je dit sincèrement. Malgré tout, je n'en gardais aucune rancune personnelle. Mariana était ambitieuse et calculatrice, mais celui qui m'avait vraiment trahi était mon propre fils. J'ai fini mon café en silence, sentant le regard scrutateur de Mariana sur moi. Finalement, je me suis levée et j'ai posé la tasse dans l'évier. Je reviens dans l'après-midi, ai-je annoncé en me dirigeant vers la porte. Ne t'inquiète pas pour moi pour le déjeuner. Attends, a dit Mariana en se levant à son tour. Où vas-tu exactement? Alaro m'a demandé de te surveiller. Je me suis arrêtée et les regardé droit dans les yeux. Pour la première fois depuis que je la connaissais, je n'ai pas baissé les yeux face à sa présence intimidante. Mariana, j'apprécie ta sollicitude, mais je suis parfaitement capable de gérer mes affaires. Je n'ai pas besoin de supervision. Son visage exprimait un mélange de surprise et d'agacement face à ma réponse. Visiblement, elle n'avait pas l'habitude que je lui parle avec autant de fermeté. Au cas où, marmonna-t-il en retournant à son téléphone portable comme pour minimiser l'affaire. Je quittais la maison en me sentant faible. Ce petit échange, aussi insignifiant puisse-t-il paraître,
représentait la première étape concrète de ma transformation. Je n'étais plus la vieille femme soumise acceptant ordre et supervision. J'étais une femme reprenant son indépendance. Je pris un taxi pour le centre-ville. Mon premier arrêt fut la banque, où Eduardo avait ouvert ce compte secret. J'avais besoin de le voir, ou de me voir moi-même, pour confirmer que j'avais bien accès à l'argent que mon fils utilisait à mon insu. Le directeur de la banque me salua. Personnellement, lorsque je mentionnai mon nom. C'était un jeune homme d'une quarantaine d'années, au sourire professionnel et au regard attentif. « Madame Mendoza, c'est un plaisir de vous rencontrer enfin », me dit-il en me serrant la main. « Votre mari était un client très apprécié de notre institution. » Il me conduisit dans un bureau privé, où il m'offrit café et eau avec une efficacité professionnelle et sortit un dossier contenant mes informations. « Comme votre avocat vous l'a peut-être indiqué, le compte a été entièrement transféré à votre nom, expliqua-t-il. Nous avons également bloqué toute tentative d'accès non autorisé. Comment avez-vous fait votre demande? Y a-t-il eu une tentative? Demandai-je, même si je me doutais déjà de la réponse. Le gérant acquiesça d'un air sérieux. Bonjour. Hier après-midi, Monsieur Alejandro Mendoza a tenté de retirer 50 000 pesos. Naturellement, la transaction a été refusée. J'ai eu un frisson, 50 000 pesos. À quoi mon fils aurait-il besoin de cette somme maintenant? Probablement pour le dîner du lendemain, ou peut-être pour un autre caprice qu'il comptait financer avec mon argent. Comment mon fils a-t-il réagi lorsque son retrait a été refusé? Demandai-je, curieux de connaître sa réaction. Agacé, le gérant répondit diplomatiquement, exigore, et mentionna qu'il devait y avoir une erreur dans le système. Lorsqu'on lui annonça que le compte n'était plus à son nom, il était visiblement contrarié. J'imaginais parfaitement la scène. Alejandro n'avait pas l'habitude qu'on lui refuse quoi que ce soit, surtout quelque chose qu'il considérait comme son droit. On lui annonça que j'avais effectué le changement. J'ai demandé. Nous avons suivi scrupuleusement ses instructions et celles de son avocat. On lui a seulement dit que le compte avait changé de propriétaire et qu'il n'était pas autorisé à effectuer des transactions. Parfait. J'ai hoché la tête, satisfait. Pourrais-je consulter les transactions du compte ces dernières années? J'aimerais savoir exactement combien d'argent mon fils a retiré. Le gérant a tapé sur son ordinateur, puis a tourné l'écran pour que je puisse consulter les relevés. Ce que j'ai vu m'a stupéfié au cours des 3 années écoulées depuis la mort d'Eduardo. Alejandro avait systématiquement retiré de l'argent du compte, de petites sommes au début, quelques milliers de pesos ici et là, ce qui pouvait s'expliquer par des frais funéraires ou des formalités administratives. Mais avec le temps, les retraits sont devenus plus fréquents et plus importants. L'année dernière, il avait retiré plus d'1 million de pesos au total. Voyage à Cancun, shopping dans des boutiques de luxe, paiement à des concessionnaires automobiles, virement à des décorateurs d'intérieur. Tout était parfaitement documenté. Comme vous pouvez le constater, a expliqué le gérant, son fils utilisait ce compte comme si c'était le sien. Les dividendes trimestriels des investissements de son mari sont arrivés, et il les a dépensés presque immédiatement. QO. Il y aurait de l'argent sur le compte si mon fils n'avait pas effectué ses retraits. Ai-je demandé, avec un mélange d'indignation et de tristesse. Le gérant a fait quelques calculs rapides, environ 8,7 millions de pesos, en considérant les dépôts et les intérêts courus à 3,5 millions. Mon fils avait dépensé 3,5 millions de pesos de mon argent en me confinant sur un toit, me faisant croire qu'il me rendait service en me fournissant un abri. Voulez-vous faire quelque chose aujourd'hui, Madame Mendoza? A demandé le gérant, me tirant de mes pensées. Oui, ai-je répondu après un moment de réflexion. J'aimerais ouvrir un nouveau compte, complètement séparé, et y transférer 1 million de pesos. Bien sûr, a acquiescé le gérant. Des instructions particulières pour ce nouveau compte. Je veux qu'il soit accessible immédiatement avec une carte de débit que je puisse utiliser dès aujourd'hui. Dans l'heure qui vient. Nous avons rempli les documents pour le nouveau compte. Je suis sorti de la banque avec une carte de débit dans mon sac et l'assurance d'avoir enfin le contrôle de mon argent. Mon prochain arrêt était une agence immobilière que j'avais croisée en chemin. Je n'avais pas de rendez-vous, mais la réceptionniste m'a accueilli aimablement lorsque je lui ai expliqué que je cherchais un appartement à louer. « Vous cherchez quelque chose en particulier, madame ?» m'a demandé la personne. Il s'agissait d'une femme d'âge moyen nommée Patricia. « Quelque chose, mais confortable, ai-je répondu. De préférence dans ce quartier du centre-ville ou à la Condesa, pas un endroit pour moi.
Patricia m'a montré des photos de plusieurs appartements disponibles. L'un d'eux a particulièrement retenu mon attention. Un appartement au 2e étage d'un immeuble ancien mais bien conservé, avec de grandes fenêtres, un petit balcon et à proximité d'un parc. Celui-ci me semble parfait, ai-je dit. Pourrais-je le visiter aujourd'hui? Je vous appelle, a répondu Patricia. La propriétaire habite dans le même immeuble, elle pourrait donc nous montrer si elle est disponible. Heureusement pour moi, la propriétaire était présente et a accepté de nous faire visiter l'appartement immédiatement. Une demi-heure plus tard, j'étais sous le charme de l'endroit. C'était modeste mais charmant, avec 2 hauts plafonds et du parquet. Les murs avaient besoin d'un coup de peinture et la cuisine était ancienne, mais elle avait du caractère, et surtout, elle me procurait l'indépendance dont j'avais tant besoin. Je prends, ai-je dit sans hésiter. Quand pourrais-je emménager? La propriétaire, une Maya nommée Dolores, a souri largement. Dès que nous aurons signé le contrat et que j'aurai reçu la compte, l'appartement sera à vous. Ce pourrait être aujourd'hui si vous voulez. Parfait, ai-je répondu, ressentant une excitation que je n'avais pas ressentie depuis des années. On pourrait signer maintenant. Nous sommes retournés à l'agence où nous avons examiné et signé le bail. J'ai payé la compte et le premier mois avec ma nouvelle carte d'expérience. Une satisfaction indescriptible d'avoir réalisé cette première transaction indépendante. Les clés sont à vous depuis des années, a dit Dolores en me les tendant avec un sourire. Bienvenue dans l'immeuble, voisin. Je tenais les clés en main, sentant leur poids comme un symbole tangible de ma liberté retrouvée. Je n'aurais plus besoin d'escalader un toit défoncé. Je n'aurais plus besoin de demander la permission pour vivre chez moi. Ce petit appartement serait mon sanctuaire, mon nouveau départ. J'ai regardé l'heure. Il restait encore 2 heures avant mon rendez-vous avec Monsieur Ramirez. J'ai décidé d'en profiter pour acheter quelques articles de première nécessité. Je ne prévoyais pas de déménager immédiatement. Je devais d'abord affronter Alejandro, mais je voulais que tout soit prêt pour le moment dans un magasin du coin. J'ai acheté des draps, des serviettes, des ustensiles de cuisine et des produits d'entretien. Ensuite, je suis allé au supermarché acheter des denrées de base non périssables. Chaque achat, aussi petit soit-il, me rapprochait un peu plus de mon indépendance. J'ai ramené mes achats à l'appartement, où je les ai rangés du mieux que j'ai pu. J'ai regardé autour de moi, imaginant comment je décorerais l'espace. J'aurais des plantes, beaucoup de plantes. Peut-être que j'adopterais un chat pour me tenir compagnie. Les possibilités étaient infinies. Le cœur rempli d'impatience, je me suis finalement rendu au bureau de Monsieur Ramirez pour notre rendez-vous. En me voyant entrer, l'avocat a immédiatement remarqué le changement dans mon expression. « Madame Mendoza, êtes-vous radieuse aujourd'hui » a-t-il commenté en m'invitant à m'asseoir. « Je me sens radieuse, Monsieur Mendoza » ai-je répondu avec un sourire. J'ai fait les premiers pas vers ma nouvelle vie. Je lui ai raconté ma visite à la banque, les retraits que j'avais découverts, l'appartement que j'avais loué. Ramirez m'a écouté attentivement, hochant la tête en signe d'approbation. « Vous avez agi avec une détermination et une clarté admirables », a-t-il dit lorsque j'ai terminé mon récit. Beaucoup de personnes dans votre situation auraient été paralysées par ces découvertes, mais vous avez pris les choses en main de manière impressionnante. Je devais le faire. Je me suis portée garante d'Eduardo, de moi-même, de la vie que nous avons construite ensemble. Bon, passons maintenant aux affaires en suspens, dit Ramirez en sortant un dossier de documents. Voici les actes de propriété actualisés de la maison, où votre nom est clairement indiqué comme propriétaire. Il y a aussi les titres de propriété du terrain extérieur et les documents relatifs aux parts de l'entreprise de construction. Nous avons examiné chaque document méticuleusement. Une fois terminé, Ramirez m'a regardé d'un air sérieux. La seule question en suspens est la façon dont elle compte procéder avec son fil. Elle a décidé si elle portera plainte pour utilisation frauduleuse de son argent. La question que j'avais évitée malgré toute la douleur et la colère. L'idée de dénoncer Alejandro en justice était encore difficile à accepter. Je n'ai pas encore pris de décision définitive, ai-je admis. D'abord, je veux le confronter ou entendre ce qu'il a à dire. Peut-être y a-t-il une explication. Ramirez hocha la tête avec compréhension, même si son expression suggérait qu'elle n'attendait aucune justification valable pour sa décision. Bien sûr, mais préparez-vous à toute réaction. Son fils pourrait exprimer des remords, mais il pourrait aussi se montrer hostile s'il était démasqué. Je le sais. Je soupirai. Est-ce que je connais mon fils,
Ou pensais-je le connaître quand j'avais prévu de lui parler? Demanda Ramirez. Demain, répondis-je résolument. Pendant le dîner avec ses invités, l'avocat haussa les sourcils, surpris. Cela pourrait sûrement être gênant en présence d'autres personnes. C'est exactement ce que je veux. Expliquai-je avec témoin. Alejandro devra se retenir. Il ne pourra pas réagir violemment ni tenter de m'intimider. C'est une stratégie audacieuse, reconnut Ramirez, mais efficace, je dois l'admettre. De plus, ajoutai-je avec un petit sourire après qu'on m'eût explicitement demandé de rester caché pendant ce dîner, je pense que je mérite une entrée remarquée. Ramirez rit légèrement. Votre mari avait raison. Tu es plus forte que tu n'en as l'air. En quittant le bureau, tous les documents bien rangés dans mon sac, j'ai ressenti un mélange d'émotions, l'anxiété face à la confrontation imminente, mais aussi une étrange paix intérieure. Les pièces du puzzle étaient en place. Le plan était en marche. Demain, j'affronterai mon fils et je retrouverai ma dignité, mon héritage et mon avenir. Je suis rentré chez moi après être entré discrètement et suis monté directement sur le toit sans rencontrer personne. Une fois dans ma chambre, j'ai soigneusement emballé les documents ainsi que les clés de mon nouvel appartement pendant que je me préparais à aller me coucher. J'ai repensé à tout ce que j'avais accompli en une seule journée. J'avais sécurisé mon argent, trouvé un nouveau logement et fait les premiers pas vers une vie indépendante. Eduardo serait fier. Demain, c'est le grand jour, ai-je murmuré en regardant la photo de mon mari que je gardais près du lit. Après-demain, plus rien ne sera comme avant. Et pour la première fois depuis que j'étais relégué dans cet espace, l'idée du changement ne m'effrayait pas. Au contraire, je l'attendais avec impatience. Le samedi se leva sous un ciel nuageux, comme si le temps annonçait la tempête émotionnelle qui allait éclater. Je me suis réveillé tôt après une nuit étonnamment paisible. La certitude de ce que j'avais à faire avait apaisé mes nerfs et dissipé mes doutes. De la fenêtre du toit, j'observais l'agitation inhabituelle dans la maison, celle des employés de la restauration. Ils allaient et venaient, portant tables, chaises, boîtes de porcelaine fine et compositions florales. Mariana supervisait tout avec son efficacité militaire habituelle. Donnant des ordres précis et vérifiant chaque détail, je décidai de rester dans ma chambre la majeure partie de la journée. Je ne voulais pas risquer une rencontre prématurée avec Alejandro ou Mariana qui aurait pu perturber mes plans. J'ai passé des heures à relire les documents, à répéter mentalement ce que j'allais dire, à me préparer à toute réaction. Ameyi ou Tari. Le bruit des moteurs m'a alerté de l'arrivée de Tandro. De ma fenêtre, je l'ai vu garer sa voiture et entrer dans la maison avec des sacs d'alcool. Peu après, le camion d'un fleuriste est arrivé, livrant des compositions florales élaborées que Mariana a soigneusement dirigées à l'intérieur. À 17 heures, alors que l'activité battait son plein en bas, j'ai décidé de me préparer. Le manche s'est occupé de ma tenue. Une robe de soirée Bordeaux qu'Eduardo m'avait offerte pour notre dernier anniversaire, des chaussures élégantes mais confortables et un simple collier de perles ayant appartenu à ma mère. Je me suis maquillée, appliquant le parfum qu'Eduardo avait toujours aimé. En me regardant dans le miroir, j'ai vu une femme différente de la femme âgée et résignée que j'avais aperçue quelques jours plus tôt. Il y avait de la force dans mon regard, de la détermination dans ma posture. Je n'étais plus la mère soumise qui acceptait d'être reléguée au second plan. J'étais Rosario Gutiérrez, maîtresse de son destin, prête à reconquérir ce qui lui appartenait. J'ai rangé les documents les plus importants dans un dossier que j'ai glissé dans mon sac. C'étaient mes armes, mon bouclier, mes preuves irréfutables. Grâce à eux, je prouverai la trahison de mon fils et j'affirmerai mon droit à décider de mon avenir. À 19 heures, j'entendis les premières voitures arriver, les voix des invités, les rires, le tintement des verres. La fête commençait. D'après ce que j'avais entendu dire à Mariana, le dîner serait servi à 20 heures précises. Ce serait mon moment. En attendant, je me suis souvenu de la conversation avec Carmela, mon amie. Tu seras comme Cendrillon, mais au lieu de fuir le bal, tu entreras triomphalement à minuit, au moment le plus inattendu. J'avais plaisanté en pensant à cette image. Oui, ce serait une entrée théâtrale, mais contrairement au conte de fées, cette princesse ne s'enfuirait pas. Cette princesse venait revendiquer son royaume à 8h10. J'ai pris une grande inspiration et j'ai descendu l'escalier extérieur du bureau. En arrivant dans le jardin, j'ai pu apercevoir à travers les fenêtres la splendeur de la réunion, le salon et la salle à manger. Mes espaces, auparavant intimes, s'étaient transformés en un décor d'une élégance prétentieuse. Des tables nappées de blanc, de la vaisselle en porcelaine, des verres en cristal et de somptueuses compositions florales.
Au moins 12 personnes élégamment vêtues discutaient en petits groupes, tenant des verres à vin au centre, tels des hôtes parfaits. Alejandro et Mariana ont accueilli la noble dame dans leur demeure, grâce à la splendeur de leur château. Mon fils, vêtu d'un costume qui avait probablement coûté plusieurs mois de ma pension, souriait de contentement, complètement inconscient de la tempête qui s'annonçait. J'ai franchi la porte de derrière, celle qui menait à la cuisine. Le personnel de restauration m'a regardé avec curiosité, mais personne n'a posé de questions. Je suis entré directement dans la salle à manger, où Mariana annonçait que le dîner allait être servi et demandait à chacun de prendre place. Je me suis arrêté sur le seuil. Observant la scène, Mariana attribuait les places aux invités, Didi Kondo et Spo. J'ai remarqué un homme maya à l'air important que j'ai supposé être son patron. Alejandro aidait à servir les boissons, se déplaçant avec l'assurance de quelqu'un qui se sent parfaitement maître de son environnement. J'ai pris une grande inspiration et je me suis avancé, pénétrant dans la lumière de la salle à manger. « Bonsoir à tous », ai-je dit d'une voix claire et posée. L'effet a été immédiat. Les conversations ont brusquement cessé. Tous les regards se sont tournés vers moi, mais les seuls qui m'intéressaient étaient ceux d'Alejandro et de Mariana. J'ai vu leurs expressions passer de la surprise à l'horreur, puis à la panique. « Maman !» s'est exclamé Alejandro, manquant de laisser tomber la bouteille de vin qu'il tenait. « Que faites-vous, sang? Pourquoi êtes-vous descendu ?» Mariana, se remettant plus vite, s'approcha de moi en souriant. « Tendu, Doña Rosario, nous ne vous attendions pas. Vous allez bien? Avez-vous besoin de quelque chose? Je vais très bien, merci de demander. » Je répondis avec le même sourire forcé. Je voulais juste faire connaissance avec les invités. Despo, c'est toujours ma maison. Un silence gêné s'abattit sur la pièce. Les invités échangèrent des regards confus, visiblement intrigués par mon apparence et mes paroles. L'homme que j'avais identifié comme le patron de Mariana s'avança et me tendit la main. « Enchanté de vous rencontrer, madame. Je suis Ricardo Valenzuela, vice-président de l'entreprise où travaille Mariana. Je ne savais pas que vous habitiez ici aussi. J'habite ici depuis 45 ans, répondis-je en lui serrant la main. Eduardo, mon défunt mari, et moi avons construit cette maison quand nous étions jeunes. Chaque recoin a une histoire. » Mariana intervint aussitôt. Sa voix était chargée d'émotion. Doña Rosario est la mère d'Alejandro. Ils vivent dans une pièce séparée de la maison. Elle n'a pas l'habitude de se joindre à nos réunions sociales dans un espace séparé. Répétai-je avec un sourire narquois. C'est une façon élégante de décrire le toit, tu ne trouves pas, Mariana? Un autre silence, encore plus gêné. J'observais les regards désapprobateurs échangés par certaines femmes présentes. Alejandro s'approcha rapidement et me prit le bras avec une fermeté dissimulée. « Maman, tu embrouilles nos invités, » dit-il d'une voix basse mais tendue. « Pourquoi ne retournes-tu pas dans ta chambre? Je t'apporterai à dîner plus tard. » Je relâchai doucement son étreinte, gardant le sourire. « Je ne suis pas du tout confuse, mon fils. Je dis juste la vérité. Il y a 3 mois, tu m'as convaincu de te céder les pièces principales de ma maison et de m'installer sur le toit, soi-disant pour mon bien. Depuis, tu as fait des rénovations, jeté mes souvenirs et comme je l'ai découvert récemment, projeté de saisir la propriété. » Un murmure d'étonnement parcourut la pièce. L'expression d'Alejandro passa de la panique à la rage contenue. « Maman, tu es contrariée et tu embrouilles les choses. » demanda-t-il, essayant de maintenir une façade de sollicitude filiale. « Tu sais que ça ne s'est pas passé comme ça. »« Non, » demandai-je en ouvrant mon sac à main et en sortant le dossier contenant les documents. « Alors je suppose que tu n'as pas non plus retiré d'argent du compte secret qu'Eduardo m'a laissé. 1,5 million de pesos ces 3 dernières années, d'après les relevés bancaires. » D'après les relevés bancaires, Mariana pâlit. L'un des invités, un homme à l'air sérieux et portant des lunettes, s'éclaircit la gorge, mal à l'aise. « Je crois que nous sommes témoins d'une affaire familiale privée, » dit-il en regardant sa femme. « Peut-être devrions-nous nous retirer et te laisser régler ça en privé. »« Non, s'il te plaît, reste, » dis-je calmement. « En fait, ta présence est importante. Les témoins sont toujours utiles dans ce genre de situation. » Je me tournai vers Alejandro, qui me regardait avec un mélange de colère et de peur. « Mon fils, je t'ai toujours aimé inconditionnellement. Je t'ai donné tout ce que je pouvais. En éducation, en soutien, en affection. Quand Eduardo est mort, je t'ai fait une confiance aveugle. C'est une erreur que j'ai payée cher. »
Alejandro tenta de m'interrompre, mais je levai la main pour l'en empêcher. Laisse-moi finir. J'ai tout découvert, les virements bancaires, ton projet de garder la maison, même les lettres de l'avocat de ton père que tu as interceptées pour qu'elles ne me parviennent jamais. J'ai fait tout ça pour ton bien, maman, répondit-il finalement, abandonnant le prétexte que j'étais confuse. Cette maison est trop grande pour toi. J'avais besoin de surveillance, de compagnie, et j'avais aussi besoin que tu dépenses mon argent pour des voyages à Cancun et une nouvelle voiture, ai-je demandé ironiquement. J'avais besoin que tu me caches comme un secret honteux quand tu recevais des invités importants. Mariana, voyant que la situation dégénérait rapidement, tenta de sauver la soirée. Messieurs, tout cela n'est qu'un malentendu, dit-elle en s'adressant aux invités avec un sourire forcé. Doña Rosario traverse une période difficile, elle s'adapte au veuvage, et parfois elle confond les choses. Je m'excuse pour cette scène désagréable. Je ne suis pas confuse, Mariana, ai-je répondu fermement. Et j'ai tous les documents pour le prouver. La maison m'appartient légalement. Tout comme l'argent que tu as dépensé. L'avocat d'Eduardo a tout mis au clair. Le patron de Mariana, visiblement mal à l'aise, fit signe à sa femme. Je pense qu'il vaut mieux qu'on parte. Il y a clairement des problèmes familiaux qui doivent être réglés en privé. Un à un, les invités commencèrent à murmurer des excuses et à se diriger vers la porte. Mariana tenta de les en empêcher, mais il était clair que le dîner était gâché. Sa belle occasion d'impressionner ses supérieurs s'était transformée en désastre social. Pan. Alors que le dernier invité partait, Alejandro se tourna vers moi, son masque de fils inquiet complètement tombé. Son visage était déformé. Furieux, il cria. « Êtes-vous satisfait? Vous avez tout gâché. Avez-vous la moindre idée de l'importance de cette soirée pour Mariana? Et as-tu idée de l'importance que j'accordais à ma dignité? Répondis-je, calme, mon indépendance, mon droit de vivre dans la maison que j'avais construite avec mon mari. Mariana, pâle de rage, se joignit à l'attaque. Saint-Prif, une nuisance, Doña Rosario, depuis le premier jour, avec tes idées dépassées, tes vieux meubles, tes rappels constants d'Eduardo. Alejandro et moi méritons nos propres vies sans l'ombre de vous deux qui plane en permanence sur nous. Ces paroles, bien que cruelles, ne me surprirent pas. D'une certaine manière, j'avais toujours su ce que Mariana pensait de moi. La maison est à moi, dis-je simplement en lui tendant les papiers de propriété, légalement, incontestablement à moi, et je veux que tu partes. Alejandro me regarda comme si j'étais devenue folle. Qu'est-ce que tu racontes, maman? C'est notre maison. Maintenant, nous avons investi dans sa rénovation, pour la rendre nôtre avec mon argent, ai-je répondu. Chaque peso dépensé pour ces rénovations provenait du compte qu'Eduardo m'avait laissé. De l'argent que tu as pris à mon insu et sans mon consentement. Papa aurait voulu que la maison soit modernisée, a argumenté Alejandro, changeant de tactique. Il parlait toujours de rénover la cuisine, de faire des changements. Ce que ton père ne voudrait jamais, c'est voir son fils traiter sa mère comme un fardeau inutile. Ai-je répondu, sentant l'émotion enfin se briser dans ma voix. Eduardo, je t'adorais. Alejandro était si fier de toi, de l'homme que tu étais devenu. Que dirait-il s'il te voyait maintenant? J'ai vu une lueur de honte traverser le visage de mon fils, vite remplacé par de l'entêtement. Tu ne peux pas nous mettre dehors, a-t-il dit. Finalement, tu n'as nulle part où aller. Tu as besoin de nous. Tu as tort. Ai-je répondu en sortant les clés de mon nouvel appartement. J'ai déjà un chez moi, petit, mais à moi. Cependant, ce n'est pas moi qui quitterai cette maison. Oh, ce sera toi. Mariana a laissé échapper un rire incrédule. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Nous vivons ici depuis des mois. Nous avons des droits. Les droits que tu avais, c'est ceux que je t'ai accordés, ai-je répondu. Et tu ne les as plus. J'ai parlé à mon avocat, maître Ramirez. Je te donne légalement un mois pour trouver un autre logement et déménager. Ou lança Mariana avec défi. Ou je porte plainte contre Alejandro pour fraude et détournement de fonds, dis-je en regardant mon fils droit dans les yeux. J'ai tous les relevés de tes retraits, toutes les preuves de la façon dont tu as intercepté les communications de l'avocat de ton père. Comment penses-tu que cela affecterait ta carrière de comptable, mon fils? Alejandro pâlit. Dans sa profession, une accusation de fraude financière signifierait la fin de sa carrière. Tu ne le ferais pas, murmura-t-il. Plus une supplication qu'une déclaration. Je ne veux pas. Je l'ai admis, tu es mon fils et malgré tout, je t'aime, mais je ne te permettrai pas de continuer à me maltraiter,
ni à abuser de la mémoire de ton père. La décision t'appartient, déménager pacifiquement ou subir les conséquences juridiques de tes actes. Un silence tendu s'abattit sur la pièce. Mariana regarda Alejandro, espérant qu'il trouverait une issue, une contre-attaque, mais mon fils semblait avoir perdu toute arrogance. « Avant maman », dit-il finalement d'une voix brisée. « Je ne sais pas ce que j'ai dit. »« Ne dis rien maintenant. » répondis-je, ressentant une étrange paix intérieure. « Profite de ces quelques jours pour réfléchir à tes actes, au fils que tu étais et à l'homme que tu es devenu, aux valeurs que ton père et moi avons essayé de t'inculquer. » Je me tournai vers l'escalier, prête à regagner ma chambre sur le toit. Ce serait l'une de mes dernières nuits là-bas, mais je ne me sentais plus prisonnière, plus impuissante. « Je serai en haut », dis-je en m'arrêtant sur la première marche. « Demain, nous pourrons discuter plus calmement des modalités pratiques de ton déménagement. Bonne nuit. » En montant l'escalier, j'entendis Mariana commencer à se plaindre d'Alejandro d'une voix basse mais furieuse. Peu m'importait. Elle avait dit ce qu'elle avait à dire. Elle avait fait ce qu'elle avait à faire. Le reste leur appartenait. Dans ma petite chambre, je me suis assise dans mon lit, ressentant un étrange mélange d'émotions. Tristesse pour la relation perdue avec mon fils, mais aussi un profond soulagement et un sentiment de triomphe. Pour la première fois depuis des années, j'avais repris le contrôle total de ma vie. Je l'ai fait, Eduardo. Ai-je murmuré en regardant sa photo. J'ai repris possession de notre maison, de notre héritage, et je me suis reprise en main au passage. Dehors, la pluie s'est mise à tomber doucement, emportant les vestiges de la fête ratée. Demain serait un nouveau jour, le premier de ma nouvelle vie de femme libre, maîtresse de son destin. Et pour la première fois depuis le départ d'Eduardo, j'avais le sentiment d'avoir véritablement un avenir pour lequel vivre. Le lendemain matin s'est levé dans le calme. Inhabituel. Normalement, les dimanches étaient remplis de bruit à la maison. Alejandro et Mariana se levaient tard, préparaient des petits déjeuners élaborés et écoutaient de la musique en lisant le journal. Mais ce jour-là, je ne percevais que le silence. Je me préparais calmement, savourant le sentiment de paix qui m'envahissait. Je ne ressentais plus l'angoisse qui m'avait accompagnée pendant tant de mois. Les cartes étaient jouées. J'avais révélé la vérité et repris possession de ce qui m'appartenait. La suite dépendrait de la façon dont Alejandro déciderait de gérer les conséquences de ses actes. Je suis descendue vers 10 heures. La maison portait encore les vestiges de la fête ratée, des verres à moitié pleins, des serviettes froissées et des fleurs fanées dans leurs vases. Les traiteurs, qui auraient dû revenir chercher leur matériel, n'étaient pas encore arrivés. Tout semblait suspendu dans le temps, comme la photographie d'un instant interrompu. Dans la cuisine, j'ai trouvé Alejandro assis seul avec une tasse de café froid. Il leva les yeux en me voyant entrer. Ses yeux étaient rouges et gonflés, comme s'il avait passé une nuit blanche, peut-être en pleurs. L'espace d'un instant, je me suis souvenu du garçon vulnérable qui s'était jeté dans mes bras après un cauchemar, mais ce garçon était devenu un homme qui avait trahi ma confiance de la pire des manières. « Bonjour », dis-je en me dirigeant vers la cafetière pour me servir une tasse. « Maman », répondit-il d'une voix rauque. « Il faut qu'on parle. » Je m'assis en face de lui, tenant ma tasse de café comme un bouclier. « Je t'écoute. » Alejandro prit une grande inspiration, comme s'il reprenait des forces. « Quoi ? » ?»« Oui. »« Ah, je n'ai aucune excuse. Ça a commencé par un petit quelque chose. Tu sais, on avait besoin d'argent pour quelques dépenses après les funérailles de papa. J'ai trouvé les papiers du compte et j'ai pensé que ce serait temporaire, que je te le dirais un jour, mais tu ne l'as jamais fait. Au lieu de ça, tu as continué à en prendre de plus en plus, admit-il en baissant les yeux. L'argent était là, ça semblait si facile. Et puis Mariana voulait une maison plus grande, de meilleurs meubles, des vacances. Notre appartement nous paraissait si petit après avoir vu cette maison tous les dimanches. Alors vous avez décidé de la vouloir pour vous deux, dis-je, sans cacher ma déception. C'était l'idée de Mariana au départ, avoua Alejandro. Elle disait que c'était du gâchis pour vous de vivre seul dans une si grande maison, qu'on pourrait faire de belles économies en déménageant ici. Et c'était logique, vraiment. Je pensais que ce serait mieux pour tout le monde. Vous auriez de la compagnie, on n'aurait plus d'espace. Et le toit-terrasse, c'était aussi l'idée de Mariana. Alejandro rougit, incapable de soutenir mon regard. Elle suggéra que nous avions besoin de plus d'intimité, qu'avoir ma mère toujours présente serait gênant pour notre vie de couple. Le toit-terrasse semblait une solution. Vous auriez votre propre espace séparé mais à proximité, et les documents de la maison,
la tentative de transfert de propriété à votre nom. C'était plus tard, murmura Juanta. La banque nous a refusé un prêt pour les rénovations parce que la maison n'était pas à notre nom. Mariana a enquêté et a découvert que, légalement, la maison était uniquement au nom de papa. L'avocat nous a dit qu'en tant que son fils, je pouvais en revendiquer la propriété. Oui, sans document prouvant la copropriété, le caractère froid et calculateur de tout ce plan me glaçait le sang. Mon propre fils avait été prêt à me priver de ma maison par commodité, par cupidité. Et les lettres de monsieur Ramirez, celles que vous avez délibérément interceptées. Alejandro passa une main dans ses cheveux ébouriffés. Le garant Poc après les funérailles. Mariana les vit en premier et les ouvrit. Quand on a découvert que c'était l'avocat de papa qui essayait de te contacter pour des questions d'héritage, on avait peur que tu découvres l'existence du compte secret et que nous utilisions déjà cet argent. Alors ils ont décidé de tout me cacher, pour me faire croire que je n'avais aucune ressource personnelle, que je dépendais entièrement de ta générosité. Ce n'était pas si calculé, protesta TL faiblement. On a laissé les choses suivre leur cours. Un jour en a suivi un autre. Et tu n'as jamais pensé aux conséquences, à ce que tu me faisais. Alejandro resta silencieux un moment, puis répondit d'une voix brisée. Je suppose que je me suis convaincu que c'était pour ton bien, que tu n'avais pas à te soucier d'argent ou de biens. À ton âge, je m'en sortirais mieux que toi. Mince. Je ne suis qu'une vieille femme inutile, incapable de gérer ses propres affaires. Je finis amèrement. Non, maman, ce n'est pas comme ça. Il sursauta, mais s'arrêta devant mon regard sceptique. Ou peut-être que si je le pensais, je me trompais lourdement. À ce moment-là, nous avons entendu des pas. Dans le couloir, Mariana est apparue dans l'embrasure de la cuisine, déjà habillée, l'air froid et posé. Contrairement à Alejandro, elle ne semblait pas du tout éprouver de remords, juste furieuse et calculatrice. « Bonjour », dit-elle avec une formalité exagérée. « Je vois que vous êtes déjà en train de parler. » Mihi m'a été au sentier, sans lui répondre verbalement. Alejandro était visiblement tendu en présence de sa femme. « Mariana et moi avons parlé hier soir, dit-il finalement, de tout ce qui s'est passé et de votre ultimatum. » Ce n'était pas un ultimatum. Corrigian était une conséquence directe de ses actes. Mariana renifla légèrement, mais ne fit aucun commentaire. Elle se servit une tasse de café et resta debout, appuyée contre le comptoir, à nous observer. « Nous avons décidé de déménager, poursuivit Alejandro. On trouvera un logement dès que possible. Mais je voulais te demander, vas-tu vraiment porter plainte contre moi ? » La question flottait dans l'air, chargée d'anxiété. Je lisais la peur dans les yeux de mon fils. Une accusation formelle de fraude ruinerait sa carrière, sa réputation, et peut-être même son mariage. Cela dépend de plusieurs choses, répondis-je au bout d'un moment. Premièrement, j'ai besoin que tu me rendes l'argent que tu as pris sans mon consentement. On n'a pas 3,5 millions de pesos, intervint sèchement Mariana. Une grande partie a été investie dans la rénovation de cette maison. Le reste a été dépensé pour divers gestes. Ensuite, tu devras proposer un plan de paiement. Répondis-je fermement. Asie, maître Ramirez peut nous aider à établir les conditions juridiques. Alejandro hocha la tête. Vaincu. Très bien. On paiera jusqu'au dernier centime. Telot. Promis. Deuxièmement, continuai-je. Je veux des excuses sincères, pas seulement pour l'argent, mais pour la façon dont tu m'as traité, pour m'avoir ignoré, pour m'avoir exclu de ma propre maison, pour m'avoir fait sentir comme un fardeau inutile. Alejandro baissa les yeux, visiblement gêné. Je suis désolé, maman, vraiment. Je n'ai aucune excuse. Vu la façon dont nous t'avons traité, j'aurais dû te respecter davantage. J'aurais dû t'apprécier comme tu le mérites. Mariana, quant à elle, gardait une expression impassible. Il était clair que des excuses de sa part seraient forcées et hypocrites. J'ai décidé de ne pas insister. Sa relation avec moi était irrémédiablement endommagée, et nous le savions tous les deux. Et troisièmement, j'ai ajouté, je veux que tu reconsidères le genre de personne que tu es devenue. Cupidité, tromperie et manque de respect. Ce ne sont pas les valeurs que nous t'avons inculquées. Alejandro. Ton père serait profondément déçu. Ces derniers mots semblaient l'affecter plus que n'importe quelle menace légale. Je vis ses yeux se remplir de larmes et son visage se tordre en une grimace de douleur sincère. « Je sais, murmura-t-il. Je ne sais pas quand je me suis perdu.
Moi-même. Mariana, visiblement mal à l'aise face à la tournure émotionnelle de la conversation, l'interrompit. Alors, vous ne porterez pas plainte si nous remplissons vos conditions. Je la regardai droit dans les yeux, imperturbable face à sa froideur. S'il me rembourse comme convenu et respecte mes biens à partir de maintenant, il n'y aura pas de poursuite judiciaire. Mais c'est non négociable et sujet à marchandage. Mariana, vous avez franchi des limites qui n'auraient jamais dû l'être. Compris. Elle répondit sèchement. Combien de temps nous donnez-vous pour trouver un nouveau logement? 1 mois, comme je l'ai dit hier soir, vous pouvez reprendre les nouveaux meubles que vous avez achetés, mais tout ce qui appartenait à Eduardo et moi reste. Alejandro acquiesça, acceptant les conditions. Merci de ne pas aller plus loin. Maman, je ne fais pas ça pour toi, ai-je précisé. Je fais ça pour la mémoire de ton père, qui a toujours cru aux secondes chances, et je le fais pour moi-même, car je ne veux pas passer le reste de mes jours à me battre contre mon propre fils. Un silence gêné s'installa dans la cuisine. Finalement, Mariana prit la parole. Je suppose qu'on devrait commencer à chercher des appartements aujourd'hui. Alejandro, je vais passer quelques coups de fil sans attendre de réponse. Elle quitta la cuisine, nous laissant seuls à nouveau. Alejandro avait l'air brisé, comme si le poids de ses actes pesait enfin sur ses épaules. Je ne sais pas si tu pourras un jour me pardonner, dit-il presque dans un murmure. Le pardon prend du temps, répondis-je honnêtement et avec une réelle réparation. Pas seulement des mots, mais des actes. Je comprends. Il hocha la tête. Je ferai tout ce qu'il faut pour regagner ta confiance. Je sais que cela prendra du temps, peut-être des années, mais un jour à la fois, Alejandro, dis-je en me levant. Pour l'instant, concentrons-nous sur les détails pratiques de cette situation. Au cours des semaines suivantes, j'ai observé mon fils et sa femme préparer le déménagement, trouver un appartement dans un quartier proche et commencer à emballer leurs affaires. Mariana gardait une distance froide avec moi, limitant nos interactions au strict minimum. Alejandro, quant à lui, essayait de me contacter, se montrant prévenant, s'enquérant de ma journée, proposant de l'aide pour de petites tâches. Je restais poliment réservé. La blessure était trop vive, la trahison trop profonde pour prétendre que tout pouvait revenir à la normale. Pourtant, un véritable changement d'attitude se produisait peut-être chez mon fils. L'arrogance avait fait place à l'humilité, l'indifférence à l'attention, et ce changement serait-il permanent ou juste une réaction temporaire à la découverte de ma disparition? Seul l'avenir nous le dirait. Un après-midi, alors que je fouillais dans l'armoire d'Eduardo pour décider quoi faire de ses affaires maintenant que j'allais. J'avais la maison pour moi tout seul. Alejandro réapparut dans l'embrasure de la porte de la chambre. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-il timidement. Je le regardai un instant, envisageant de refuser son offre, mais quelque chose dans son expression, une réelle vulnérabilité, me fit changer d'avis. « Bien sûr, répondis-je. Je pensais faire don de quelques costumes de votre père à la paroisse. Il y a des familles qui pourraient en avoir besoin. » Alejandro s'approcha et commença à sortir soigneusement les costumes du placard. Nous travaillâmes en silence un moment jusqu'à ce qu'il trouve un vieux pull en tricot qu'Eduardo portait à la maison. « Je me souviens de ce pull, » dit-il en passant ses doigts dans la laine usée. Papa l'utilisait chaque Noël pour lire la veille de Noël avant d'ouvrir les cadeaux. « Souviens-toi » me frappa violemment. C'était une tradition familiale pour Eduardo de porter ce pull, assis près du petit sapin de Noël, lisant l'histoire pendant qu'Alejandro attendait impatiemment de découvrir ses cadeaux. « Tu peux le garder si tu veux, » proposai-je, me surprenant moi-même. Alejandro me regarda avec des larmes aux yeux. « Franchement, je pense que ton père aimerait que tu le gardes. » Les mains tremblantes, Alejandro prit le pull et le serra contre sa poitrine. « Merci, maman. Cela signifie tellement pour moi. » Ce petit moment de connexion a semé une graine d'espoir. Peut-être qu'avec du temps et un effort sincère, nous pourrions reconstruire ce qui avait été brisé entre nous. Le jour du déménagement est enfin arrivé. Un camion attendait devant la maison. Pendant que les porteurs transportaient cartons et meubles, Mariana supervisait tout avec une efficacité militaire, vérifiant sa liste et indiquant où chaque objet serait placé. Alejandro, de son côté, est venu me trouver dans la cuisine où je préparais le thé, essayant de m'occuper pendant ce temps. « On a presque fini », a-t-il dit. « Il ne reste que quelques cartons personnels, Anna. » Je me suis sentie perdue, ne sachant que dire. Malgré tout ce qui s'était passé, j'éprouvais une étrange tristesse à le voir partir. C'était mon fils unique. Après tout, maman,
a-t-il poursuivi. Nous avons conclu un accord avec la banque pour commencer à rembourser l'argent. Monsieur Ramirez a tous les détails. Nous tiendrons parole. Je suis ravi de l'entendre. Ai-je répondu en versant le thé. Et je voulais te dire que Mariana et moi avons parlé de tout ce qui s'est passé, de la façon dont on t'a traité. Ai-je demandé, sincèrement curieuse. Elle est encore bouleversée. Bien sûr, elle a l'impression qu'on a beaucoup perdu. Oh, mais j'ai réfléchi à ce que tu as dit, aux valeurs que toi et papa m'avaient inculquées, à l'homme que je suis devenu. Elle marqua une pause, visiblement aux prises avec ses émotions. Je n'aime pas ce que je vois en repensant à ces dernières années. Ce n'est pas ce que je veux être. Pour la première fois depuis longtemps, je lus une sincérité absolue dans ses yeux. Ce n'était pas de la comédie. Il n'essayait pas de me manipuler. C'était mon fils qui affrontait enfin ses propres démons. La reconnaissance est le premier pas vers le changement, dis-je doucement. Ton père disait toujours ça. Je m'en souviens. Il sourit tristement. Maman, je sais que je ne peux pas effacer ce que j'ai fait, mais je veux essayer de le réparer petit à petit. Si tu m'en donnes l'occasion, Tom Unorbo réfléchit à ces mots, le temps nous le dira. Alejandro, les mots sont faciles. Ce sont les actes qui définissent qui nous sommes vraiment. Je comprends. Il hocha la tête. Et je te montrerai par mes actes que je peux changer, que je peux être le fils que tu mérites. À cet instant, Mariana apparut dans l'embrasure de la porte. Alejandro, le camion est prêt. Oh, j'ai besoin que tu vérifies. Qu'on n'a rien oublié d'important. J'arrive tout de suite, répondit Mariana. Elle me regarda brièvement avec une expression que je ne parvins pas à déchiffrer complètement. Ce n'était pas de l'hostilité ouverte, mais quelque chose de plus complexe. Peut-être un mélange de ressentiment et de respect réticent. Doña Rosario finit par dire « Je te souhaite le meilleur ». C'était ce qui se rapprochait le plus d'un adieu cordial que je pouvais espérer d'elle. De même, Mariana, répondis-je tout aussi solennellement lorsque Sefio Alejandro se tourna vers moi une dernière fois. Je t'appellerai régulièrement pour prendre de tes nouvelles si tu me le permets. J'aimerais bien, avouai-je. Impulsivement. Il s'approcha et me serra dans ses bras. Après un moment de surprise, je le serrai à mon tour. Ce n'était pas un pardon complet. Pas encore, mais c'était un premier pas vers quelque chose de nouveau. Je t'aime, maman, murmura-t-il contre mes cheveux. Malgré tout, je n'ai jamais cessé de t'aimer. Je t'aime aussi, mon fils, ai-je répondu. En m'autorisant cette petite vulnérabilité, je m'autoriserai toujours, quoi qu'il arrive. Il s'écarta, essuya discrètement une larme et quitta la cuisine. Quelques minutes plus tard, j'entendis le moteur du camion démarrer, puis s'éloigner. Je me suis approché de la fenêtre et j'ai vu la voiture d'Alejandro. Suivant le camion, il emmenait mon fils et Mariana vers leur nouvelle vie. Il était de retour à la maison. Le silence régnait. Un silence qui, pour la première fois depuis longtemps, ne me pesait pas. C'était un silence de possibilités, de nouveaux départs. Et tandis que je regardais la rue déserte où ils étaient partis, j'ai senti qu'un chapitre de ma vie se terminait, mais qu'un autre, tout aussi important, allait commencer. Des années ont passé depuis cette confrontation qui a changé le cours de nos vies. La maison, ma maison, est redevenue un foyer, pas comme avant, quand Eduardo était vivant et emplissait chaque recoin de sa présence chaleureuse, mais un foyer néanmoins, mon foyer. Dans un élan d'indépendance, j'ai décidé de ne pas déménager dans le petit appartement que j'avais loué. Après tout, cette maison recèle des décennies de souvenirs, à la fois doux et amers. Chaque mur, chaque meuble, chaque plante du jardin raconte l'histoire de la vie qu'Eduardo et moi avons bâtie ensemble. Je ne pouvais pas l'abandonner comme ça. Cependant, j'ai apporté quelques changements. Avec une partie de l'argent du compte qu'Eduardo m'a laissé, j'ai engagé un architecte pour réaménager le toit, non pas comme un espace d'exil, mais comme un atelier lumineux où je passe mes après-midi à peindre. Oui, j'ai repris la peinture, une passion que j'avais abandonnée il y a des décennies, lorsque mes responsabilités familiales accaparaient tout mon temps. Il s'avère qu'à 73 ans, j'ai toujours la main et le regard sur qui savent saisir la beauté du monde. Le rez-de-chaussée de la maison a retrouvé une grande partie de son aspect d'origine grâce aux nombreuses rénovations imposées par Mariana, retrouvant le caractère chaleureux qu'il avait toujours eu. Les meubles en bois qu'Eduardo et moi avons choisis avec tant d'amour ont retrouvé leur place. Des photos de famille ornent à nouveau les murs, mais j'ai aussi intégré de nouveaux éléments, des choses qui me sont propres, qui reflètent cette nouvelle étape de ma vie avec Alejandro et Mariana. Notre relation a évolué d'une manière que je n'aurais jamais imaginée, comme promis.
Ils ont méticuleusement remboursé l'argent emprunté. Chaque mois, sans faute, ils effectuent un versement sur mon compte. D'après mes calculs, il faudra encore environ 8 ans pour rembourser intégralement la dette. Mais au moins, ils tiennent parole. Alejandro a changé. Pas du jour au lendemain. Bien sûr. Un véritable changement n'est jamais instantané. C'est un processus progressif, avec des contretemps et des contretemps occasionnels. Au début, ces visites étaient tendues, ponctuées de silences gênés et de conversations forcées. Mais avec le temps, nous avons trouvé un nouveau rythme, une nouvelle façon de communiquer, basée sur le respect mutuel, en un après-midi. Environ 3 mois après son emménagement, Alejandro est venu me rendre visite seul. Il a apporté un gâteau de ma boulangerie préférée et m'a demandé si nous pouvions parler. Il m'a alors dit quelque chose qui m'a surprise. Anna avait commencé à consulter un thérapeute pour travailler sur ses problèmes personnels, son avidité et l'origine de son comportement envers moi. M'a-t-il dit. Je veux comprendre pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Non seulement pour que tu me pardonnes, maman, mais aussi pour que je me pardonne à moi-même et que je m'assure de ne plus jamais blesser personne de la sorte. C'était la première fois depuis la confrontation que j'éprouvais un réel soulagement, un véritable espoir que mon fils puisse retrouver les valeurs qui lui ont été inculquées. Mariana, quant à elle, a gardé ses distances. Elle accompagne Alejandro lors d'occasions spéciales, comme mon anniversaire ou Noël, mais notre relation reste, au mieux, cordiale. Je n'attends rien de plus. J'ai appris que toutes les relations ne peuvent ni ne doivent prendre fin. Certaines évoluent simplement vers quelque chose de différent, de moins intime, mais qui s'intègre parfaitement à mon cercle social. Au contraire, celui-ci s'est considérablement élargi. J'ai renoué avec de vieilles amies comme Carmela. J'ai rejoint un club de lecture à la bibliothèque locale et commencé à suivre des cours de peinture dans un centre culturel pour seniors. Pour la première fois depuis des décennies, j'ai une vie sociale active qui ne tourne pas exclusivement autour de ma famille. J'ai aussi fait de courts voyages, à commencer par un week-end à Puebla pour visiter ma ville natale d'Oaxaca pendant quelques jours et admirer son artisanat. Puis, à mesure que je gagnais en confiance, je me suis aventuré plus loin. Il y a 6 mois, j'ai entrepris ce voyage en Europe dont Eduardo et moi avions toujours rêvé. J'ai visité Paris, Rome, Barcelone, chaque ville. J'ai emporté une petite urne contenant un peu des cendres d'Eduardo dans chaque lieu précieux, dans chaque paysage magnifique, en dispersant une pincée, accomplissant ainsi la promesse tacite que je lui avais faite lorsqu'il était malade. Nous verrions le monde ensemble. D'une manière ou d'une autre, Maître Ramirez a été une présence constante dans ma vie, non seulement comme avocat, mais aussi comme ami précieux. Il m'a aidé à gérer mes finances, à prendre des décisions d'investissement et à assurer mon avenir. Grâce à ses conseils, j'ai non seulement préservé le patrimoine qu'Eduardo m'a laissé, mais je l'ai aussi fait fructifier. Il y a un mois, j'ai pris une décision importante. J'ai rédigé mon propre testament. Contrairement à Édouard Dard, je ne laisserai rien de caché, rien de sujet à interprétation. Tout est clair et organisé. La majorité de mes biens ira à Alejandro. Oui, car après tout, père reste mon fils, et je l'aime. Mais j'ai aussi consacré une part importante à diverses associations caritatives, notamment à un centre pour femmes âgées abandonnées par leur famille. Je comprends parfaitement la vulnérabilité qu'on peut ressentir à cet âge, sans ressources ni soutien. Ce matin, alors que j'arrosais les plantes de ce qui était autrefois notre jardin et qui est maintenant à moi seul, j'ai reçu un appel d'Alejandro. Mariana est enceinte. Je vais être grand-mère. Cette nouvelle m'a rempli d'émotions contradictoires. De la joie, bien sûr. Avoir un petit-fils ou une petite-fille est toujours une bénédiction. Mais aussi de l'inquiétude. Quel genre de parents seront Alejandro et Mariana? Mon enfant aura-t-il suffisamment changé pour l'élever avec les bonnes valeurs? Oh, des schémas néfastes. Lorsque j'ai discrètement exprimé ces inquiétudes à Alejandro, sa réponse m'a surprise. J'y pense aussi tous les jours. Maman, a-t-il avoué, c'est pour ça que je travaille si dur sur moi-même. Je ne veux pas être pour mon fils ce que j'ai été pour toi ces dernières années. Je veux être le père que papa a été pour moi, honnête, travailleur, aimant. Ces mots m'ont redonné espoir. Peut-être que cette nouvelle vie, ce bébé innocent, serait la motivation dont Alejandro avait besoin pour achever sa transformation cet après-midi. Après avoir appris la nouvelle, je suis montée dans mon atelier sur le toit et j'ai commencé à peindre. Non pas un paysage ou une nature morte comme d'habitude, mais un portrait de famille de mémoire. Eduardo, Alejandro et moi, quand mon fils était petit et que nous passions nos dimanches au parc, étions si heureux à l'époque,
si inconscient des défis que l'avenir nous réservait. Tout en peignant, je réfléchissais à l'étrange parcours de ma vie, surtout ces dernières années, à la façon dont la douleur de la trahison est devenue le catalyseur de ma renaissance personnelle, à la façon dont j'ai dû presque tout perdre, mon mari, ma relation avec mon fils, ma dignité pour retrouver ma force intérieure. Mon courage. Eduardo avait raison lorsqu'il m'appelait son chêne déguisé en fleurs. J'ai toujours été plus forte que je ne le croyais, plus résiliente. Il me fallait simplement des circonstances qui mettent cette force à l'épreuve pour que je la découvre pleinement maintenant. À 73 ans, je me sens plus vivante, plus épanouie que jamais. J'ai appris qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, pour me réinventer. J'ai appris que les secondes chances ne s'offrent pas seulement aux autres, mais aussi à soi-même. J'ai appris que le pardon est un cadeau que l'on fait non seulement à ceux qui nous ont blessés, mais surtout à nous-mêmes. Et surtout, j'ai appris que la vie, même dans ces derniers chapitres, peut être pleine de merveilleuses surprises, de nouveaux départs, de joies inattendues. Mon fils m'a envoyé vivre sur le toit, sans jamais imaginer ce que je trouverais dans le tiroir du bas de la maison de mon mari. Pas seulement des documents juridiques et de l'argent, mais le rappel de ma propre valeur, de mon droit au respect, à vivre dignement. Et en me réappropriant ce qui m'appartenait, j'ai trouvé quelque chose d'encore plus précieux. Je me suis trouvée. En terminant ce portrait de famille et en regardant la peinture sécher, je pense à l'avenir, au petit-fils ou à la petite-fille qui viendra. Aux histoires que je lui raconterai sur son grand-père Eduardo. Aux leçons que je tenterai de lui transmettre. Je pense aux voyages que je veux encore faire, aux tableaux que je veux peindre, aux livres que je veux lire. La vie continue avec ses hauts et ses bas, ses moments d'ombre et de lumière. Et je la poursuis, non pas en spectateur passif, mais en protagoniste actif de ma propre histoire. Une histoire qui, comme je l'ai découvert, est loin de s'achever avec le soleil. Il commence à se coucher, baignant mon atelier de nuances dorées et oranges. D'ici, depuis ce toit qui fut autrefois ma prison et qui est maintenant mon sanctuaire, je vois une grande partie de la ville. Des lumières s'allument aux fenêtres lointaines, des vies qui continuent, des histoires qui se déroulent parallèlement à ma paix parfaite. Je lève ma tasse de thé en un toast silencieux à Eduardo, qui continue de veiller sur moi où qu'il soit, à Alejandro, qui retrouve son chemin vers lui-même, vers le bébé en route, et à moi, à Rosario Gutiérrez, qui, à 73 ans, a découvert que son histoire la plus passionnante ne faisait que commencer. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage à la fois douloureux et libérateur. Si mon histoire vous a touché de quelque manière que ce soit, je vous invite à partager vos impressions dans les commentaires. Peut-être avez-vous vécu des situations similaires, ressenti la douleur d'une trahison familiale ou dû vous réinventer à un âge où beaucoup pensent qu'il est trop tard. N'oubliez jamais qu'il n'est jamais trop tard pour revendiquer votre dignité, votre espace, votre droit au respect. Il n'est jamais trop tard pour prendre un nouveau départ, découvrir de nouvelles passions, faire entendre votre voix. Si vous avez aimé mon histoire, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires comme celle-ci. Et si vous connaissez quelqu'un qui pourrait trouver du réconfort ou de l'inspiration dans mes mots, partagez cette vidéo avec lui. Parfois, savoir que nous ne sommes pas seuls dans nos difficultés est le premier pas vers la guérison. À bientôt pour la prochaine histoire. Avec amitié, Rosario.